À part, j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pays différents. J'ai signé 2 contrats le 31 août. Ça m'a rappelé mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content, tu vois, j'étais fou. Alors mon coach, avant l'échauffement, je dis coach, je suis grave pas bien. Il m'a dit, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Tu sors un super match. Ladies and gentlemen, bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Bassong aka Baby Bass et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps, l'émission de la génération 86, accompagné de mes frères depuis plus de 20 ans, de mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Facci aka Ricky Friandiz et de Quentin Westberg aka Q l'américain. Ballon Main Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire, l'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune, notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, main, corps. Let's go! Le ballon, les mains, le corps. D'accord? Ballon, main et corps. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, Main, Corps. BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Je suis tout excité. Comme d'habitude, ça bouge pas. Ricky, sors ta poire. Sors ta poire, Ricky. Tu m'as pris au dépourvu là, toi aussi. Déjà, Laisse-moi couper en paix. tu sais que c'est pas moi qui s'appuie sur le bouton start. Donc au final, c'est Poucave, c'est Q. Tu le sais très bien. Et Ricky, franchement, je commence par toi. C'est comment, friandise? La poire. C'est comment? Non, ça va, tranquille, on est là. Tu connais, là, comme on est en soirée, vu qu'on cacherait à nos auditeurs, je suis en plein, on va dire, en plein déjeuner. Donc, au calme, tranquille, ça va. Je suis content d'être là, d'être avec la famille. Ah, c'est la famille Clerf, hein. J'ai sorti le survêtement de bon usage, donc tranquille. J'allais dire, t'es bien habillé, hein. Là, comme il disait Dussault, t'es bien fagoté. Franchement, t'as un beau pull. C'est de coutume. Ça va. Etiel, ça dit quoi, Etiel? Ricky fait un régime, il a troqué les friandises pour les fruits. Ah, franchement, il se fout de nous, le mec. Qui y Ah, mais croit non, ça? tu sais, en général, attends, Q, en général, on prend des bonnes résolutions au nouvel an, quand tu fais les vœux, tout ça. Nous, tu sais, dans ma secte, comme on dit, c'est pendant le ramadan qu'on fait des bonnes résolutions. On Donc là, essaye. c'est les fruits. On Ok. essaie de faire la bonne diète, le bon truc, tu vois, la bonne alimentation, mais tu connais, dès que c'est fini, on retombe dans nos travers. C'est reparti. Dans les friandises, en plus, comme c'est le frère de l'islamo-gauchiste, donc tu vois. Arrête, commence pas, ça fait des sujets qui fâchent, commence pas. Donc les résolutions de la secte, elles sont. Ah, j'aime trop cette atmosphère. En plus, là, franchement, on est entouré d'anciens, des collègues de classe. Ah non, franchement, je me retiens. On s'en fout de mon actualité. Parle-nous de la tienne vite fait et présente-les, s'il te plaît, frérot. Il n'y a pas d'actualité. Je reviens de la boxe. Je suis bien, je suis content, je suis tout excité. Et on commence en musique parce que c'est la famille Clairefontaine. C'est tout, comme d'habitude. Tourné vers les bleus, chaque gosse rêve de ballon rond et d'être ballon d'or. Parmi les forts aux talents hors normes, amoureux de sport, chaque jour ils cherchent la performance. Comme leur dernière chance pour que leur talent perce en France. Et les centres de formation bercent l'enfance de ces jeunes battants dans des entraînements hyper intenses. Et nul ne perd son temps, on s'est fait avec passion, avec patience. Et si tu craques, tu perds ta chance, tu perds ta science du football, mec. Pense à l'équipe avant de foutre le sbeul, tu seras peut-être trop d'ici peu. Ou successeur de Zidane si t'es pas trop dissipé. Car même les prodiges payent leur manque de concentration. Et Clairefontaine n'est pas un parc d'attractions. La consécration, c'est vrai que les stades sont diables pour ces anges. Stop, ça va. En fait, je sais même pas comment les introduire. Parce que je dirais d'abord, on a un invité. Là, on en a deux. Comme on a dit, c'est la famille Clairefontaine, épisode spécial famille Clairefontaine. Monsieur, je commence par qui? C'est à ma droite, à ma gauche, Rius Coco, Nicolas Maurice Bellet, Guillaume Ripper et les frérots, bonjour. On a des effets, tout ça, applaudissements. Les frères, comment ça va? Ça va la famille, ça fait plaisir en tout cas de vous voir en forme, de vous voir tout beau, ça fait plaisir. Coco, Bon, moi aussi les comment gars, vas-tu? depuis le temps que vous devez m'inviter, putain, j'ai attendu 6 mois plus tard. Hein.
Vous me respectez plus, hein, les gars. Ah, les plus petits, vous me respectez plus. Hein. Non, Q, le fait que tu as été dans ma classe, tu m'as pas respecté. Hein. Ouais, de ouf. C'est pour toutes les fois où je t'ai trop respecté, mon gars. Et toutes les fois où il t'a aidé à l'école, je pense. De ouf. Toutes les fois où je t'ai donné mes devoirs. Et toi, tu fais le malin là-bas aussi, mais toi et moi, on a été collègues de chambre officieux, mais on va pas tout lâcher tout de suite. Bon, là, doucement, on va commencer doucement. Donc ouais, non, Coco, on s'excuse. D'accord, on s'excuse. Rups, on s'excuse parce que on a eu des agendas un peu, on va dire, compliqués. Mais tranquille, on a le temps, on n'est pas pressé. Tu vois, BMC, ça finit pas. Les meilleurs, ça vient toujours vers la fin. On n'est pas à la fin, mais tu vois, ça prend du temps. On va dire ça prend du temps. D'abord, Mohamed Ali, comment ça va en ce moment, Coco? Tu fais quoi? T'es où? Ça dit quoi? Raconte-nous. T'es où? Tu fais quoi? Ah, en ce moment, je suis en mode père au foyer, grand-père de famille. Tous les week-ends, ben, ça regarde des matchs des Girondins, que ce soit en U17, U19. Donc, je vois beaucoup de Jimmy, tu vois. Et en même temps, on suit les enfants, tu vois. Mes gosses, ils jouent au foot, les deux. Et ils avancent petit à petit, tu vois. Donc, voilà. Tu nous en dis un tout petit peu plus, parce qu'il y a une petite spécificité quand même. Ouais, en fait, Ça suit les plates-bandes du droit. Ouais, le plus grand, bah, il était au Girondins quand il était jeune. Après, tu sais, il a fait... Il y a un Clairefontaine, tu sais, ici, c'est le pôle espoir de Talence. Donc, il avait fait il avait fait l'entrée là, et puis au fur et à mesure qu'il avait passé les tours, bah, ils l'ont pris, et après, au final, on est parti de Bordeaux, et puis bah, Monaco, après, est venu nous signer, et puis voilà, quoi. Ah oui, il fait Bien, vraiment, bien. enfin, comme papa, quoi. Il est gaucher? Non, droitier, et comme je lui ai dit que je perdais 200 000 euros par mois parce que je claquais pas des cajots, je l'ai mis avant-centre, frérot. C'est toi qui as Efficacité, Ah, efficacité. frérot, c'est là où que ça se passe, hein. Le reste, c'est bullshit. Le reste, c'est de la littérature. Mon gars. Exactement. Et toi, Ah, finesse. et toi, tu vis sur Bordeaux. Ouais, exactement, tu vois, je vis sur Bordeaux. Enfin, de temps en temps, je monte à Paname, et puis voilà, quoi. Rups, c'est quoi l'actualité en ce moment? Écoute, l'actu, bah, moi je vis sur Nantes. J'ai encore la famille à Paris, mais je suis sur Nantes et là je prépare un peu le mercato de cet été. Donc j'ai ouvert une société il y a 5 ans, une société d'agents. Donc on a un gros mercato à venir. Donc bah, c'est déjà parti hein, depuis le mois de février-mars. Là on commence à prospecter et puis à proposer, à se déplacer et puis aller voir nos joueurs pour réussir ce mercato qui promet. Voilà un petit peu les actus. Qui promet? Qui promet, ouais, parce qu'on a des dossiers intéressants là qui devraient se concrétiser cet été. Donc, mais il faut préparer ça. Ça demande beaucoup de travail et puis aussi à voir comment la fin de saison va se passer parce on est surtout dépendant de la performance de nos joueurs. Donc, on prépare ce qu'on peut préparer, on anticipe ce qu'on peut anticiper, mais la réalité, ça reste le terrain. Donc, il y a que ça qui dictera un petit peu le mercato. Ok, très bien. Non, mais après, attends, juste Coco, vite fait. Parce que Ouais, tu vois, je taille Ricky en ce moment. Ricky, en ce moment, il laisse pousser sa barbe parce que c'est le ramadan, tu vois. ouais. Tu fais le ramadan avec ta barbe ou c'est comment? Ou il y a Pareil, quoi? Ou c'est juste que. je suis dans le même mood. Non, parce que Ricky, il essaye, tu vois. Ricky, il Mon essaye. mood, déjà, il est plus ambitieux. Hein. Le mien, il est voué à l'échec, le mien, là. Là, je vais y mettre un terme bientôt, t'inquiète Ricky, pas. il essaye, tu vois. Donc, non, je regarde, on sait jamais. Mais Non, non, mais dis-lui blague à de l'huile de ricin. Non, non, laisse-moi ça, Coco. On a essayé tout ça, c'est des bullshit Ah, pour t'as mal moi. frotté Tu l'as alors. ou tu l'as pas, c'est tout. Comme t'as dit, des fois, faut pas se mentir, mon gars, faut pas se mentir. Mais bon, non, les mecs, tu vois, comme. Moi, j'aimerais un peu qu'on revienne un peu, on commence, on rigole, on sait qu'on va beaucoup rigoler. Parce que franchement, pour nos auditeurs, il faut savoir que quand on parle de Monsieur Nicolas Maurice Bellet et de Monsieur Guillaume Ripert, vous les voyez comme ça, grand-père de famille, grand businessman, mais dans le niveau pour chambrage, pour tailler les gens, franchement, on est niveau Ligue des Champions. Donc,
ne vous étonnez pas si à un moment donné, dans une discussion sérieuse, ils sont là, ils commencent à sortir des dossiers. On va s'allumer. On va s'allumer un petit peu. C'est l'ambiance, c'est normal. Il faut pas, c'est l'amour, on appelle ça l'amour vache. Mais avant, on appelle ça l'amour. Non, mais je préviens les gens parce que ça se trouve, certains, ils savent pas comment vous êtes en privé. Ils vous voient que à la télé, tu vois. Donc, faut mettre les gens à l'aise. C'est la réunion de famille hebdomadaire. Mais moi j'ai une question. Je voudrais on commence doucement. T'as vu? On repart dès l'enfance. On repart dès l'enfance. Le football, racontez-nous, ça a commencé comment? Et en fait, comment ça a commencé? Où ça a commencé? Et jusqu'à l'entrée, arrivée à Clairefontaine. Comment ça s'est passé? On commence par toi, Monsieur Coco. Bah écoute, moi j'ai commencé à Créteil, parce que moi je suis de Boissy-Saint-Léger, dans le 94. Donc mon daron, je crois, il avait déjà un projet Mbappé. Il m'a mis directement à. Commence pas à parler du daron, c'est un peu trop tôt quand même. Non, Normalement, c'est à la fin. Normalement, c'est à la fin. il m'a mis directement, tu sais, à Créteil. Et puis là-bas, je suis resté longtemps. Franchement, ils m'ont donné des vraies bases sur les fondamentaux du foot, comment jouer et tout. Je pense que Rups, il peut te le dire. Jimbo, il peut te le dire. Jonks, il peut te le dire. Je les ai tous tabassés en jeune. Bref. Donc, C'est vrai que tu vois, ça, on en parle souvent quand on parle de réunion de famille, justement, INF. C'est vrai qu'il y avait une grosse rivalité entre nous, hein, tu sais, quand on était à l'INF, entre les gars du Restar, les gars du PFC, les gars de Brecini, les gars du PSG, Créteil, c'était Torcy, Mo à l'époque aussi, c'était la guerre. non, mais c'est- On avait bien non, mais chambré sur ça. surtout Ricky, tu sais, on s'est connus avant de rentrer à Claire. C'est-à-dire que Rups, il était Ouais. au PUC. Jonks, il venait de rentrer au PFC. Parce qu'avant, je crois, il était au Paris 10. Ouais. Et Jimmy, il était à Ivry. Parce que Jimmy, il a commencé défenseur central, faut le savoir, ça aussi. Et Les pieds, ils étaient pas clairs, ils l'ont dit reste derrière. Et tu veux donc, ouais, voilà, j'ai commencé à Créteil de 5 ans, on va dire, à 10-11 ans. Et après, on a suivi un coach, tu vois, qui était parti de Créteil à la VGA Saint-Maur, avec une partie des joueurs avec qui j'ai joué à Créteil. On est resté 2 ans. Et je crois que c'est la deuxième année où je fais les tests de Clerf. Et quand je fais les tests de Clerf, ben, je les fais avec Rups parce que on est en équipe du Val-de-Marne, je crois, c'est ça. Et avec on a une grosse équipe. On a Lassana, on a Rups, on a Jonks, on a Jimmy. Et Lazira? ouais, Lazira était là parce que tu sais, les mecs du PFC. Il joue où, lui? Ah, les PFC, c'est Ouais, ils étaient 94. rattachés au 94, Ouais. tu vois. Donc Porte de on Vincennes. avait vraiment une grosse team et tout. Et en fait, c'est quand on fait, tu sais, équipe du Val-de-Marne contre équipe Essonne, etc., que en fait, le coach Merel et coach Jusso et Francisco, ils étaient là, je crois. Tu sais, en plus, ça s'est fait sur le synthé couvert. Et ben, c'est là que, Ok. ben, moi, en tout cas, je me suis fait repérer. Et après, il y avait les tests de Clairefontaine, etc. Et puis, ce que vous m'avez connu, les 3 ans à Claire, Monaco, et puis voilà, quoi. On aura le temps d'y revenir et tout. Mais quand t'es. Rups, toi, ça s'est passé comment dans ta tête? Comment tu vois les choses? Comment tu vois cette même période, l'avant Clerf, avant de rentrer à Clerf? L'avant Clerf, bah moi c'était ouais comme il a dit c'était le PUC, donc bon c'était pas le club le plus huppé du coin, mais c'était un club pas très loin de chez moi dans le 13e, donc le PUC. Et puis après comme Coco il a dit c'est surtout quand tu commences là les équipes Val-de-Marne etc. Tu passes un peu les détections, tu vois qu'il y a des bons joueurs, tu vois qu'il y a du niveau, et puis tu vois tu réponds aux attentes. Et puis après, bah, directement, Clairefontaine, les premiers tests, je sais plus combien on était, je crois qu'on devait être 400 ou 500, bah, un peu comme vous. Et puis ça diminue, et puis tu te retrouves à la fin à une cinquantaine. Et puis après, bah, tu as la bonne nouvelle, on te dit que t'es pris. T'es un peu déçu pour certains parce que, tu vois, je crois que Lassana, il est allé jusqu'au dernier tour, ils l'ont pas pris. Il y en avait un ou deux avec qui on était resté en contact. Et puis au final, bon, on avait tout de suite vu par contre qu'on avait une belle génération parce que quand on faisait les jeux, les trucs, tu voyais tout de suite qu'il y avait quand même du niveau.
Il y en avait certains qui étaient déjà très avancés. Il y avait les Rudy Haddad, les John, les Kissamba, les joueurs comme ça qui étaient déjà très très forts. Johan Foley. Johan Foley qui était Johan Foley, monstrueux. Qui ça, tu dis, Ouais. Coco? Yohan Foley. Mais il y a même Momo Sissoko qui a pas voulu venir, je crois. Ouais, que Il Momo, était je sais parti plus ce qui s'est à Auxerre à la Ouais. place. Hein. Ouais, il est parti à Auxerre, Momo. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé vraiment. Après, c'était peut-être pour l'école. C'était peut-être aussi par rapport à l'école pour Momo. Mais non, mais voilà, ouais, ça s'est fait assez naturellement et moi, je me prenais pas trop la tête avant Clairefontaine. Tu vois, c'est vraiment en rentrant à Clairefontaine que tu te dis bon, maintenant, faut passer aux choses sérieuses et puis en même temps, t'as pas le choix parce que t'es dedans H24 et quand tu as des coachs comme Merel, Dussault et compagnie, tu sais que tu vas progresser. Et moi, c'est ce que je voulais. Je voulais travailler les points faibles et me côtoyer au plus haut niveau, quoi. Donc ça, on a eu de la chance de ce côté-là parce qu'on avait tout qui était mis en œuvre pour bien bosser. Moi, je les vois tous les deux, tu vois, c'est vrai on a l'impression d'avoir grandi avec eux, même avant ça, tellement ils en ont parlé de l'US Créteil, le PUC, mon pote, tu vois. Après, faut savoir qu'on était à l'école ensemble et aussi que Coco et Guillaume, on va appeler Rups, hein, c'était le couloir gauche. Voilà, cette troisième année de Claire, font fast-forward un tout petit peu l'entrée à Claire. Mais votre génération, en vrai, pour l'avoir vécu de l'intérieur, parce qu'on vous a côtoyé, mais aussi parce qu'on était en classe ensemble, vous avez été une génération qui a marqué l'histoire de Claire. Vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus, surtout par rapport à cette troisième année? Ben, si tu veux, C'est- on l'aborde parce Vas-y. que tu as les 84 qui perdent en finale contre Lyon. Et déjà, Ouais. je sais pas si vous vous rappelez qu'on est allé les voir à Saint-Etienne en demi, quand Ouais. ils avaient tabassé Saint-Etienne 3-0, mais nous, on s'est dit que ça va être... Ouais. L'équipe de Bafé Gomis, tout ça. Exactement, nous, on s'est Ouais. dit que ça va être peut-être les premiers de l'histoire de Clerf. Mais nous, tu vois, moi, je sais pas après Rups comment il a vu les choses, mais nous, on était persuadés qu'on pouvait être champion de France, tu vois. Et donc, forcément, toi, les 3 années qu'on a abordées, c'est venu crescendo, parce qu'au départ, forcément, on a eu toute cette problématique de... on s'entraîne ensemble du lundi au vendredi, et chacun fait son truc le week-end. Et la 3e année, nous, je trouve qu'on l'a abordé avec l'intime conviction qu'on allait y arriver. Mais parce que, pour nous, on avait un rouleau compresseur, mais chacun aussi savait jouer son rôle. Toi, par exemple, Jimmy, qui était le buteur de l'équipe, il était pas trop dans la construction, mais il était en complément de ce qu'on voulait, en fait. Surtout dans le jeu sans ballon, comment créer les opportunités, tu vois, en fait, dans les 30 derniers mètres et tout. Et plus, on va dire, mes relations avec Rup sur le côté. T'avais Rudy, t'avais Johan. Johan, tu pouvais le mettre en 6 comme tu pouvais le mettre défenseur central. T'avais Ribeiro, t'avais Numé qui rentrait en cours de jeu, t'avais Nardol. Franchement, on avait de multiples facettes, même si tu veux, je trouve que notre force, c'était vraiment notre collectif. C'est-à-dire que on savait qu'on était fort, mais on était quand même assez discipliné, tu vois. Ah, mais c'est vraiment trop fort. Moi, j'ai le souvenir des matchs, vous gagnez des 20-0, des Le 15-0. match de la flèche, le premier match. Le match de la... 20-0, Jimmy marque 10 buts. Jimmy marque 10 buts, je crois. 27, non, combien? Il y a combien? 20-0. 20-0, Ouais. premier match, je l'oublierai jamais. Ils sont rentrés, ils ont mis 20-0, Jimmy a mis 10 buts. Rups, dites-nous. Et le lundi matin, on allait dans le bus, il me racontait tous les week-ends, c'était même Le Mans, hein, il partait, il mettait des 5-0 à droite. Ils en ont mis 9 à Guingamp, je crois, tu sais, des trucs. C'était 9 ou 7, j'étais là. Coco, il attendait les gens sur le côté, il le driblait, il attendait que les défenseurs reviennent, il le redriblait tellement ça devenait ridicule. Et je me rappelle, je l'ai vu de mes propres yeux, c'est pas les légendes de Claire, je l'ai vu, j'étais resté pour ce match. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir pour nos auditeurs, moi j'étais à l'école avec eux quand on était en seconde, même troisième seconde, j'avais 1 an d'avance, donc du coup, j'avais les débriefs de match avec eux, c'est comme si j'avais vécu la saison avec eux, parce que tous les lundis matins, mais c'était toujours la même rengaine, gagner, gagner, gagner. Ils sont partis à l'étranger faire un tournoi, ils ont battu l'équipe nationale de Tunisie, gagner, gagner, gagner. Je pense que sur cette année-là, vous avez même pas perdu un match, tout juste un match nul. Ouais, on fait match nul contre Nantes, 2-2, je crois. Ouais, là-bas. Ouais, on fait match nul contre Nantes, mais on n'a pas perdu. Ouais. Il me semble que dans les 3 ans, on n'avait pas perdu un match de mémoire.
Parce qu'on avait reparlé de ça là, justement, quand on s'était recroisés. Je crois qu'on n'avait pas perdu un match, mais comme Coco il disait, enfin, t'as dit un truc intéressant tout à l'heure, c'est que on avait des individualités fortes. Jimmy, il y avait un ballon dans la surface, c'était but. Mais contrairement un petit peu aux autres générations et même à la vôtre ou au 84, tu vois, t'avais des Megni, t'avais Doudou, il y avait Athème, il y avait nous, c'était vraiment, on était vraiment complémentaires et tu pouvais ressortir 7-8 joueurs quasiment du même niveau et tu vois, t'avais Jimmy, t'avais Coco, t'avais John, t'avais Kisamba, t'avais Yohan Folly et je crois qu'on était, t'avais le Nico cousin au goal qui était Ouais. sûrement le meilleur à son poste en France. Et je me demande à un moment si on n'était pas au moins 6 ou 7 à être, voire peut-être même plus, à être avec l'équipe de France. Parce que, en fait, au poste, on avait quasiment ce qui se faisait le mieux en France, quoi. Ouais, Et mais attends, juste pour rebondir là-dessus 2 secondes, parce que j'y pensais. Au début de l'année, il y en a qu'un ou deux en équipe de France. Il y a peut-être Jimmy et peut-être Yo, mais c'est au cours de. En fait, vous vous êtes bonifiés les uns les autres. Le fait d'avoir cette équipe entre guillemets stratosphérique, c'est au ça. fil de l'année, vous avez tous côtoyé l'équipe de France grâce au collectif, grâce à vos résultats. Mais Ouais, ouais. d'emblée, au début de l'année, c'est pas comme si cette génération semblait hyper prometteuse. C'est-à-dire que c'est un super exemple pour les gens qui nous écoutent et les petits en centre de formation. Et en fait, élevez-vous les uns les autres parce que justement, en un an, vous êtes passé de 2 en équipe de France à quoi? Quasiment toute l'équipe, 7, 8. Ouais. Ouais. Non, mais c'est ça. Et en plus, c'est bien qu'il y ait Coco parce que on peut en parler tous les deux parce qu'on était sur le côté gauche avec Coco. On se trouvait les yeux fermés. Et s'il y a des matchs où il n'y avait pas Coco et peut-être vice versa, moi, j'étais pas bien. Si j'avais pas Coco devant moi, Non, lui, j'étais c'est pas pareil pour lui. C'est pas son problème, lui. Il a pas dit ouais. Non, mais on avait nos automatismes. En fait, je savais quand je lui mettais, je savais déjà ce qu'il allait faire. Je savais qu'il fallait que je passe dans son dos. Je savais qu'il allait me la remettre. Enfin, voilà, on avait l'impression que c'était trop facile en fait, parce que on avait nos repères, on avait nos automatismes. Et je sais que, alors peut-être Coco, je sais pas si ça s'est passé, mais quand je suis parti de Clairefontaine en arrivant à Nantes, pourtant on avait une belle génération, on gagne la Gambardella et tout, mais c'était pas pareil parce que il me manquait et j'ai même regretté de pas avoir signé à Monaco pour pas rester avec lui parce que c'était tellement fluide. J'aurais trop aimé le retrouver après dans un club en Ligue 1 ou en Ligue 2. J'aurais Bah, adoré qu'on justement, commence. par rapport à ça, en embraye, est-ce que justement, c'est pas un peu le revers de la médaille? C'est que vous étiez tellement bien ensemble Mm. que dès que vous êtes tous un peu, on va dire, dispatchés dans les centres de formation, ça a été un peu ce qui a manqué, cette connexion, cette complicité. Ça fait que à la fin, vous étiez peut-être la meilleure promotion de l'histoire de l'INF, dans les faits, mais à la fin, vous avez pas Il y sorti en a tant pas. de pros Non, que ça. non. Contrairement à nous, justement, qui n'étaient pas terribles Ah, mais c'est à Claire en exactement troisième ça. année, mais on a sorti beaucoup de pros. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Des joueurs, comme surtout au milieu de terrain, tu prends les trois, Jonathan Bru, Kissamba et Johan Folly. Quand tu regardes leur carrière, c'est Ouais, pas normal que ces trois pas normal, joueurs-là je te aient jure. pas 200-300 comme nous, 300 matchs en Ligue 1 ou en Ligue 2. C'est pas Mm. possible parce qu'avec le talent qu'ils avaient et au final, comme tu as dit, je pense qu'ils étaient exceptionnels dans notre collectif. Et si on avait gardé cette équipe-là, peut-être qu'on aurait pu jouer peut-être en Ligue 2, j'en sais rien, avec la même équipe qu'on avait à Ouais, Ligue Clairefontaine. 2, t'es gentil, hein. Ouais, pour être humble. Parce que Après, déjà, vous avez déjà des joueurs de Liga à la base. ouais, Donc, on si avait. vous connaissez même Alchimie, enfin, après, on fait des plans sur la comète, hein. Oui, oui, on peut pas vraiment savoir, mais C'est tu trop vois, je fort. pense qu'un Kissamba, un Johan Folly, qui n'ont pas fait des carrières exceptionnelles, si on les avait gardés, eh ben ils auraient gardé leur niveau et ils auraient même pu jouer en Ligue 1 les doigts dans le nez. Ouais. Donc, mais ça, t'as levé un point important, c'est que dans le collectif, on avait tellement nos repères que ça a été dur. Moi, je sais que j'ai eu un temps d'adaptation en arrivant à Nantes et pourtant c'était un bon club, mais je me disais putain, mais les mecs ils sont pas comme à Clairefontaine. Pourtant, j'ai toujours été avec les 84 à Nantes et il y avait, vous vous souvenez de Luigi Glombard, Baptiste Ibrahim, Baptiste. qui Ouais. étaient des références aussi à Clairefontaine, mais je trouvais que ça jouait beaucoup moins bien que ce qu'on faisait à Clairefontaine. Donc il a Cox, fallu là-dessus. Hein?
Parce De que quoi? je sais que Cox là-dessus, parce que Cox, on partageait énormément de son époque de Monaco. Il m'a dit, vas-y, parle-nous un tout petit peu de ton arrivée à Monaco aussi, de rebondir sur ce que Rubs dit, s'il te plaît, parce que je voudrais bien t'entendre. Et lâche les chevaux, frérot. Non, Mais fais même pas semblant ce que tu me dis. non, mais tu sais très bien que l'alchimie qu'on avait à Clerf, moi, je l'ai plus jamais retrouvé même en pro. Je l'ai retrouvé au compte-gouttes, si tu veux, à Sochaux. Ma dernière saison où il y avait Boudbouz, et Martin et tout. Mais parce que eux, en fait, ils sortaient du centre, ils se connaissaient par cœur, et ils sont arrivés un petit peu en même temps. Tu vois, il y a beaucoup de jeunes, les Perisic et tout et tout. Même si Ivan, il a pas joué, Ouais. mais il était à l'entraînement et tout. Maxime Georges, tout Exactement, ça ils là. sont venus, tu sais, et je te jure que tu vois leur fluidité de jeu. En fait, ça me faisait penser à ce qu'on a vécu à Clerf. Et moi, tu vois, pour rebondir par rapport à ce que dit Rups, parce que je vais me mélanger un peu tout et je vais revenir sur Monaco. Rups, moi, une de mes premières fois que j'ai en équipe de France, parce que moi, j'ai en équipe de France tard, on se voit à un France-Irlande, peut-être ça faisait 3 ans qu'on n'avait pas joué ensemble. Je vous jure, les gars, on jouait les yeux fermés. Mais c'était vraiment abusé, c'est-à-dire que c'est comme si tu as quitté Ouais. quelqu'un, mais tu sais, les fondamentaux que tu apprends quand tu es petit et qui restent dans ta tête, eh ben, tu retrouves la même personne 5 ans plus tard, Naturel. Ouais. eh ben, le football, il est pareil. Parce que tu sais tes zones de confort, Non, tu mais connais ces zones de confort, etc. bah, c'est ça, bah, tu vois là, excuse-moi, Coco, pour te couper, c'était pareil. Nous, on s'est retrouvés après en espoir, 5 ans après. On avait 20 ans, 21 ans. On a fait Toulon ensemble. Il y avait toi, il y avait Rups. Moi, j'étais là. Pourtant, on n'était pas la même génération, mais c'était pareil. De sentir le même football, ça change tout. Et moi, je me rappelle, on a fait Toulon ensemble. C'était extraordinaire. Après, on avait aussi des vrais joueurs. On a vu Yann Cabaye aussi à côté qui sortait aussi un bon football, tout ça. Mais c'est vrai que cette connexion-là, c'est pas tangible, c'est inné quasiment. Enfin bref, je t'ai coupé, mais c'est pour te dire aussi que même nous, à 20 ans, ça, on l'avait retrouvé aussi à notre échelle en équipe de France aussi. Donc c'est incroyable. Exactement, parce que tu sais, à un moment donné, quand tu grandis avec la même ADN, peu importe que là où tu vas, à un moment donné, quand tu te retrouves sur un terrain, tu as la même connexion football, tu vois. Et justement, quand j'arrive à Monaco, en fait, je retrouve pas tout ça. En fait, c'est là que je vois que Clerf était très très différent des autres parce que il y avait beaucoup, tu sais, d'individualité, mais c'était pas en plus des individualités hyper fortes. C'est-à-dire que tu avais un égoïsme, on va dire parce que souvent, tu vois, c'est un peu ce qui s'est passé chez les pros, tu vois. Tu t'as un contrat, moi, tu vois, je voyais les deux attaquants, ben, pour pas les citer, ils se faisaient pas la passe, tu vois. Moi, c'était des trucs qui me rendaient dingue. Mais Ouais, ta génération, on sait plus ou moins qui c'est, t'inquiète. même pas. Tu penses, mais même pas. Et ce qui s'est passé, si tu veux, Moi, je pense à non, Gigli. justement pas. Je pense. Ok, Grax d'accord. Moelby. Non, Laurent Moelby, non, c'est c'était Bastien Grax, Grax. tu vois, Alex c'était Grax Viala. Lanteris. Non, on va pas les sortir. Grax Lanteri, voilà. J'étais pas loin, Thierry, mais. t'es avec moi à Metz en plus. Et, en fait, si tu veux, moi, quand j'arrive, on me dit tout ça, faut penser à toi, etc., etc. Et quand tu sors d'une culture où, à Créteil, j'ai grandi dans le collectif, à Clerf, j'ai grandi là-dedans, et tu arrives dans un autre environnement, etc. Et tu vois, moi, j'ai kiffé Monaco pendant mes 5 ans, mais footballistiquement, ça n'avait rien à voir avec ce que j'ai vécu à Clerf. Et moi, je pense que ma force que j'ai eue Là, par rapport aux autres, c'est que ma qualité individuelle de dribbleur me permet de m'en sortir et ne pas avoir besoin en fait des autres. Je pense que où mes coéquipiers ont souffert, ceux qui étaient dans ma promo, c'est qu'à un moment donné, les valeurs collectives, elles sont tellement importantes dans leur football que je pense qu'ils ont eu du mal à s'y trouver en fait dans des centres de formation où on va dire l'individualité est plus importante que le collectif. Moi, tu vois, je me rappelle des matchs quand on jouait contre Nantes. Tu vois, qu'on a joué contre Nantes, on les a battus 2-1 avec l'INF. On fait 2-2 au retour. Et c'était le match aller contre Nantes, franchement, c'était un match magnifique. Et on avait du mal, tu sais, avec un disque qui s'appelait il s'appelait Baldé, je me rappelle plus. Bouba Baldé. Ah oui, Bouba Baldé. ouais. C'était un 86 C'est en un plus. 86 en plus. Il quoi? 86. 86, ouais. Un 86. 86. Très très Et fort, tu vois, Bouba. moi, quand je voyais John Phénomène. et Kiss le prendre, John, des fois, il se faisait exprès de se jeter sur lui pour qu'il fasse un crochet long, pour que Kiss, tu vois, la récupère derrière. C'est-à-dire qu'il y avait une Ouais, pensée collective, mais elle ouais, était ouais. exagérée. Mais quand je suis arrivé à Monaco, c'était pas du tout Mhm. ça, mon gars, tu vois. Donc, forcément, Ouais. tout ton football, il change. Et,
Et en fait, si tu veux, on te ramène plus dans une réalité de professionnel. C'est pour ça que d'une certaine manière, moi, Clerf, en analysant avec le recul, c'est magnifique, mais en même temps, c'est utopiste, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'à un moment donné, c'est pas ça ce que tu vas découvrir dans le monde professionnel, malheureusement. Ouais, bah Coco, c'est marrant que tu dis ça parce que vous vous rappelez les gars, on a fait plein d'épisodes sur Clerf et moi j'avais un agent, bah, c'était John Bico, tu sais, l'agent avant l'ancien agent de Hazard, Ouais. qui me disait, enfin qui m'a dit une fois, toi ton problème, c'est que toi tu étais à Clairefontaine, tu as été trop bien formé. C'est exactement ce qu'il m'a dit, ça m'avait choqué. Tu vois, il m'a dit toi tu es un joueur, tu es trop intelligent, pas intelligent dans le sens je suis genre un maestro du football, mais tu raisonnes, tu penses football d'une manière. T'as été trop bien formé. Donc, il faut que tu te déformes, en fait. En fait, il faut que tu rentres dans la norme, entre guillemets, du football. Vous, les maîtres de Clairefontaine, vous êtes trop bien éduqués au football. De toute façon, Seb, tu l'as dit aussi quand tu arrivé à Metz. Q, c'est pareil, ta vision du foot. Je pense que nous, on a été formatés d'une manière. C'est trop, en fait. Bah, le truc, c'est Ça a été trop. Sans nous lancer des fleurs, hein. Mais c'est la vérité, regarde. Sans qu'on se concerte, sans qu'on en ait vraiment parlé, même avant. Bah là, tu le dis, ça confirme là, ça confirme tout ce qu'on pense en mais fait. au final, on est tous là. Bien sûr, on a été, on va dire, conçus dans la même marmite. On a mangé de la même chose. On a été matrixés de la même manière. Et parce qu'on était à un âge, c'est vraiment un âge limite début d'adolescence. Tu formes ta personnalité. Et comme Coco et Rups, ils l'ont dit, et nous, on l'a dit plusieurs fois, bah, quand tu arrives dans la jungle, comme il aime bien dire Q, quand le centre de formation, tu arrives dans la jungle, il nous faut du temps pour se dire à un moment donné, c'est comme quand, je sais pas, tu sors, on connaît tous des gens qui sont sortis de prison, et il faut, à un moment donné, nous, c'est pas la prison, c'est une prison dorée. Je pense que ça peut être, moi, des fois, je peux le comparer comme une prison dorée dans le sens où on nous a enseigné tellement de choses, mais c'est pas tout le monde maintenant qui va pouvoir faire la bascule. Parce que Coco, tu l'as dit, toi, tu as réussi parce que tu as des qualités individuelles. Rubs, il a des qualités techniques et mentales, il est dur. Donc, dans ces environnements-là, c'est compliqué de se dire que putain, on était tellement fort collectivement jeunes et il y en a, limite, ils n'ont pas fait de carrière. Et moi, je voulais vous poser la question. Maintenant, parce que quand vous faites un peu le bilan, de toutes ces années, que ce soit au niveau humain, que ce soit au niveau footballistique, ça, c'est la question de Q. Souvent, qu'est-ce que vous avez amené avec vous dans le monde professionnel et qu'est-ce que vous retenez réellement, même humainement parlant, parce que nous, je vous appelle la secte. Ricky, tout à l'heure, il parlait de la secte, mais pour nous, Claire, pour moi, c'est la secte, c'est une confrérie. Et chaque fois, Q, il parle de quand il se retrouve avec Rups, et c'était un truc de fou. Claire, vous êtes des fous. Les mecs, ils suivent ensemble, ils se disent Claire, ils se passent le ballon, Claire. C'est un truc. On a fait, Regarde, il rigole. Ça te rappelle des bons souvenirs, ça. Hein. on a fait craquer des gens, les pauvres. Ils comprenaient pas et ça a failli en venir aux mains des fois à cause de ça. Et avec les gens les plus gentils. Il faut qu'on vous raconte l'anecdote, sérieusement. Aldo Angoula, le frère de Gaël, qui a été notre invité sur le podcast. On fait des jeux réduits. Et Rups, il dit, allez, joue avec ton 10. Vas-y, Claire. Il était à gauche. Ou, tiens, joue avec ton 10. Vas-y, passe. Et en fait, je fais la passe à Rups de mon but. Et après, je fais un appel en profondeur pour qu'il me la remette comme si j'étais un 6. Et on tourne autour d'Aldo, je fais crochet. Claire. Je la repasse à Rups. Aldo, il lui met un tacle ici. Ici. Le mec le plus gentil au monde. Il lui met un tacle ici tellement il a pété les plombs. Il pouvait plus. Il a dit, mais Claire, fallait vous faire enculer avec votre Claire. Il a craqué complet. Il a craqué. Mais ça, comme vous disiez, il y a des trucs, tu vois, c'est un truc bidon, mais tu vois, tout à l'heure, j'y ai repensé, j'allume mon ordi, mon code, mais c'est INF et quelque chose. Et je l'ai gardé depuis 20 ans, j'ai gardé mes codes INF. Dès que je fais quelque chose, même mes enfants, ils savent, tu vas leur dire c'est quoi mon code dès que je peux mettre quelque chose, c'est INF, et je mets une date d'anniversaire ou quelque chose. Te fais pas voler ton matos, ça veut rien. Ouais, déjà que je me suis fait pirater des comptes. Il y a juste ma carte bleue, il n'y a pas INF, heureusement. Mais je veux dire, tu vois, c'est quelque chose, c'est plus de 20 ans, 25 ans après. Et si jusqu'à 80 ans, si je devrais mettre un mot de passe quelque part, je mettrais INF. Et on a toujours ce même respect, la même joie quand on croise quelqu'un qui a fait l'INF ou des fois il y en a, on n'est même pas au courant on a joué contre des personnes, on n'était pas au courant qu'ils avaient fait Claire parce que
il y avait 5, 6, des fois 10 ans Ouais. d'écart. Mais dès qu'on te disait, bah, ce mec-là, il a fait Clerf, t'as tout de suite envie d'aller le voir et de le prendre dans tes bras ou de parler avec lui et de lui dire, bah, en fait, t'es de ma famille, toi. Même En si tu le sais conclusion, pas et même si moi je le sais pas. Voilà, c'est ça. C'est une mais secte. Tu fais partie de c'est notre la secte. secte. Mais ce tatouage, tu vois, franchement, on a été tatoué au fer. Franchement, faut le dire, on est tatoué. Mais moi, je veux ça, franchement, à quel niveau, comme tu l'as dit, Coco, t'en as parlé un peu, mais maintenant, dans vos carrières professionnelles, comment est-ce que ça vous a handicapé? Moi, je sais qu'on m'a fait la misère quand je suis arrivé, pas en pro, mais au centre, parce qu'ils en avaient marre. Ouais, les Franck Beria, les Mustapha Guedou et tout ça. Ils me disent, tu vas pas faire comme tes grands frères, etc. Jusqu'à on me disait, c'était mes grands frères. Les entraîneurs, ils disaient, c'est comme tes grands frères, t'es comme eux. On m'insultait parce que j'avais les mêmes réactions que Franck Beria, que j'ai pas connu. Mousse, bien sûr, j'ai connu Mousse. Et donc, ouais, mais vous, maintenant, dans le carrière professionnelle, on avance un peu. Qu'est-ce que vous avez gardé qui vous a vraiment servi pour faire vos carrières de cette période-là, de cette enfance, tu vois, de ce QI football? Parce que nous, on aime bien parler QI football. Aujourd'hui, est-ce que le QI football que vous avez acquis là-bas, est-ce que vraiment ça a fait la diff dans vos carrières et voilà, qu'est-ce qui a fait votre force après dans vos carrières respectives? Ben moi, personnellement, si tu C'est- veux, bah, ce qui m'a desservi, tout le monde le sait, c'était les stats, parce que j'en avais pas beaucoup et tout pour un offensif. Mais par contre, en contrepartie, euh, franchement, tous les latéraux qui ont joué avec moi, je te dis la vérité, ils ont tous kiffé, mon gars, je te le dis. Ils ont tous kiffé. Aïe, Non, mais parce que aïe. des fois, ils me le disent, tu vois, que je veux te parler de Belhadj, Tremolinas, Yaki Boukari Dramé, Muratori. comment? Non, Muratori, Muratori, non? pas À trop, pas Monaco. trop. C'était plus Olivier Beignet et tout, tu vois. Vigneault. Parce que moi, Ah, Feignaud, ouais, la veine. Ouais. et sincèrement, euh, je rendais dans mon équipe le côté gauche un côté fort, tu vois. Parce qu'il y avait une alchimie, etc. Et moi, c'était mon kiff, tu vois. Mais après, le problème des journaux, ouais, il marque pas. Heureusement, il y a lui, tatati, tatata, tu vois. Donc, Mhm. c'était en contrepartie, ben, c'était un côté négatif. Mais par contre, euh, j'ai été, bon, surtout avec un coach, tu vois, parce que ça s'est mal passé aussi avec un autre, avec qui bon, que j'ai fait 6 mois. Mais avec le coach où j'ai duré 6-7 ans, que ce soit à Sochaux, à Bordeaux, ben, il adorait mon jeu, tu vois. Il adorait mon jeu parce qu'il savait ce que j'apportais à l'équipe, etc. Et je pense que même quand j'allais mal, le fait que je suis éduqué football, que je comprends le jeu, en fait, tout ça me sauvait, en fait. Parce que je savais aussi, dans les moments de Mhm. tempête, bah, tu sais, souvent dans les moments de tempête, tu as tout style de joueurs. Tu as les mecs qui vont toquer dans les bureaux parce que ils sont mécontents, tu as des mecs qui boudent à l'entraînement, tu as des mecs qui ils sont dans l'équipe des. Souvent, j'appelle ça Il se l'équipe des cache. sans-papiers, l'équipe où les coachs ils te calculent pas, ils donnent le chasuble aux 11 titulaires, toi ils te calculent pas, t'en as 3 qui foutent le bordel, t'en as 8 autres qui sont concentrés. Et tout ça, en fait, si tu veux, j'ai jamais été, même quand ça allait mal, etc., mis de côté parce que j'avais toujours ce truc où je me disais, ben, t'es pas titu, certes, mais qu'est-ce que tu peux apporter à l'équipe? Qu'est-ce que tu peux être positif pour l'équipe? Qu'est-ce que tu peux faire de bien? Comment tu construis ta semaine d'entraînement, etc., etc. Et des fois, je regagnais ma place. Mais c'était plus parce que mon problème statistique, à un moment donné, te faisait comprendre que, mec, les journalistes, ils me cassent les couilles, tout le monde me casse les couilles. En plus, ce week-end, ça fait 2 week-ends de suite, t'as mal joué, tiens, tu vas sur le banc, tu vois. Le problème, après, je regagnais ma place derrière, tu vois. Et ça m'a servi en même temps desservi. Ouais. Eh, Coco, d'ailleurs, je sais pas si t'as vu cette vidéo de toi. Une fois, je l'ai vue sur Twitter. Une vidéo de toutes tes passes clés, tous tes centres, toutes tes passes que t'as fait à Bordeaux, à Sochaux, que les mecs, ils ont grillé devant. Et il y a un mec, un supporter, je pense de Bordeaux, qui a écrit, je vous jure, si les attaquants de Maurice Bellet avaient marqué 50% de ses passes, ils seraient trop loin. Et je me rappelle des passements de jambes, crochets, centre, l'autre il graille, Diabaté qui graille. T'arrives, tu dribbles 3 joueurs, passe en retrait, l'autre il tire à côté. En fait, c'est tout des highlights qu'on n'a pas vu, qu'on a raté. Et Vu cette qu'on vidéo, lâche les blagues, je la Tu lâches des recherche, blagues, je peux plus la tu retrouver. lâches des blagues de ouf. C'est un nom, là. Eh, vu qu'on lâche les blazes, Joseph Désiré Job, frère à Non, Sedan. non. Hey, Il va Daisy, il mettre était une fort, slap de hein. Coco. Daisy, il était arrête, fort. c'est mon grand. C'est, Ouais, c'est mon grand. c'est mon gars Mansour. Il faisait des dingueries de temps en temps, mais bon, c'est mon gars quand même.
Tu jouais avec NDFI et Mansour Boutabou dedans. Non, Mansour et mon Non, mais activité, c'est deux, pour te trois, dire, tu vois. cette vidéo, tu l'as vue ou pas? Ou Si, je non? le savais, mais tu sais que des fois, j'avais des discussions, tu sais, avec mes adjoints, tu vois, des fois qui me rentraient dedans et tout. À un moment donné, tu sais, je m'étais embrouillé, j'aurais dit, écoute, moi, je vais pas te voir tous les dimanches matins pour te montrer les occasions que les autres y graillent, tu vois. Parce que tu sais très bien, à un moment, un offensif, il est jugé soit sur le but, soit sur la passe D. Le reste, le monde du foot là-dedans haut, ils veulent rien savoir. C'est pour ça, quand ils font les mythos, Surtout à mais surtout à l'époque. l'époque, mais même maintenant, ils font tous les mythos, tu sais, avec tous leurs podcasts où ils font les geeks du football alors qu'ils connaissent que dalle. Mais juste parce que tu remplis pas ni la case but, ni la case passe D, ils veulent rien savoir de toi. C'est pour ça que de toute façon, en Espagne, on est différent, on est très différent de la France, parce qu'il y a des choses qui sont appréciées en France, qui ne sont pas appréciées en Espagne, qui sont appréciées en Espagne, qui sont pas appréciées en France, tu vois. Mais parce qu'à un moment donné, on juge un joueur que si il peut être décisif que là-dessus, tu vois. Et je vais donner un autre exemple. Avant que je me blesse, je finis mon 1 mois et demi, je joue numéro 6. En quelle année? C'est quand? C'est quand? Avant que C'est je me quel blesse, c'est contexte? C'est en comment? 2016. Mon équipe, elle gagne tous les matchs. Je joue numéro 6, je gagne tous les matchs. Ouais. Il y en a, ils vont te dire non, il a fait un match nul contre Angers. Mon gars, je suis sorti à 1-0. Donc moi, j'ai gagné. Moi aussi, je vais faire mes stats comme ça. Ah, quelle Ah, galère. les gens qui font les stats comme ça, comment ils foutent la rage. Mais moi, Ouais, je je joue avec suis leurs sûr qu'ils vont règles. Toute ma vie, on m'a parlé de stats. Bon, les stats qui vont m'avantager, je vais les donner, tu vois, point barre. Mais la vidéo dont tu parles, Ricky, si, je la connaissais et tout, parce que, à force, tu vois, qu'on te tag sur les réseaux et tout, je l'avais vu et tout, mais moi, ça m'étonnait pas, parce que moi, je le savais, parce que ça me concernait, tu vois. Ouais. Rups. Ouais, après, tu le vivais aussi, donc forcément, tu le savais. Rup, c'est des vidéos de carton rouge. C'est milieu J'en ai un, c'est mes photos de profil avec les cartons. Ta photo de profil. Gros, moi, Rups, j'ai joué contre lui quand il était à Valenciennes, frère. Oh, c'était un truc de ouf, frère. On dirait qu'on se connaissait pas, frère. Ah là, il me tapait le mec. Rups, comme toi, wesh. J'étais à Nantes. En plus, nous, on était relégables et tout, hein. Le mec, il venait, il me tapait et tout, il me tirait le maillot. Je suis Rups, mon gars, on est ensemble ou on n'est pas Non, ensemble? mais Comment? attendez. Avant le match, après on était ensemble. Ah, je l'ai Rups d'une agressivité, que ce soit pour te faire porter son jean ou que ce soit pour quoi que ce soit, c'est pas possible un Babtou Avec ses moufles. avec autant d'agressivité, il aimait trop la bagarre. Ça, c'est les portes de vent, ça. C'est Je sais pas d'où ça vient, ça. Là, il y a du sang qui coule dans les veines d'un autre pays. Daghestan, Tchétchène, tout ce que tu veux. C'est pas possible. Il doit être C'est serbe. trop. Il doit être c'est trop la bagarre. Non, mais franchement, comme c'est l'agressivité. Je sais pas pourquoi. C'est vrai que c'est comment ça s'appelle? L'envie de ne pas perdre. Tu vois, c'est comme à l'entraînement. Et Quentin, il est témoin. On a joué 3 ans ensemble. Moi, je perdais un jeu à l'entraînement pendant 1 heure. J'étais pas bien. Ça me rendait fou de voir des mecs qui, à l'entraînement, ils perdaient un jeu 5-0, ils rigolaient après. Tu vois, c'était impossible. Mais ça démarre aussi de Clairefontaine où à l'entraînement, tu vois, on se titille un peu, voilà, c'était la compète à fond. Mais des fois dans l'excès aussi, tu vois. Moi, c'était ce qui m'a fait défaut, tu vois. C'est que des fois, faut doser un peu. J'avais du mal à Le nombre d'embrouilles avec Rups, des fois, fallait même traduire pour l'embrouille. Et le lendemain, c'était toujours, putain, il faut revenir s'excuser et tout. Ah, des fous rires. c'est dur, hein. C'est dur, ouais. Là, après, le seul point positif, c'est que moi, 1 heure après, voilà, j'avais oublié et j'étais pas du tout rancunier ou quelqu'un qui me faisait une crasse ou quoi. J'arrivais à passer au-dessus, mais c'est vrai que des fois, quand tu sors d'un match ou tu sors d'un truc, tu dis putain, mais 1 heure après, tu dis mais t'es bête ou quoi. Ou des fois, ma femme, elle me disait mais tu t'es vu au match, on aurait dit un malade mental. Et je pensais que les enfants, ça allait faire que j'allais me calmer et qu'il y ait les enfants au stade, mais non, c'était pire. Mes enfants, ils me chambrent sur ça. Moi, des fois, on leur dit, ou quand ils voient des vidéos, des trucs, ils disent, putain, mais combien de cartons t'as pris? Combien? Ah ouais, c'est comme ça. On changera pas. C'est dur de changer. La plus grande qualité, Rups, c'était quoi en tant que pro? Qu'est-ce qui a fait que tu as pu faire la carrière que tu as faite? C'était, je pense, par rapport aussi à Clairefontaine, déjà l'intelligence de jeu, tu vois, le placement et tout, et je pense la qualité technique que j'ai apprise à Clairefontaine. Tout à l'heure, tu parlais des choses qu'on a apprises.
Enfin, moi, ça me rend fou quand je vois des défenseurs prendre la balle et dégager en touche. C'est encore aujourd'hui. Et même dans le métier que je fais aujourd'hui, j'essaie d'avoir des joueurs, je vais pas dire qu'ils me ressemblent parce que c'est pas, j'ai des joueurs beaucoup plus forts que moi, mais des joueurs qui ont la même philosophie que moi. Des défenseurs, j'en ai déjà refusé et il y en a même qui ont fait des très belles carrières et j'aurais peut-être dû les prendre, mais un défenseur qui est pas pressé et qui dégage un long ballon en touche, c'est impossible. C'est anti-football pour moi. Je préfère un défenseur qui tente une passe, qui veut casser la ligne et qui se fait prendre la balle, plutôt qu'un mec qui va te dégager en tribune et il est content. Tu vois, et ça, alors, c'était ma force parce que j'avais très peu, on va dire, de ballons perdus, etc. Mais en même temps, c'était aussi un peu la faiblesse parce que quand tu as des entraîneurs qui te demandent on bétonne un Camboiré qui est un super entraîneur, bah lui c'était prends pas de risque. Dès que tu faisais un contrôle ou un contrôle porte-manteau, que tu t'amusais un peu, non, lui et il disait moi quand j'étais joueur au PSG ou autre, il n'y avait pas de fioriture. Si je devais dégager dans la tribune, je dégageais. Mais je lui disais mais coach, c'est moche, c'est pas beau. Et il me disait j'en ai rien à foutre. Tu fermes ta gueule, si t'es pas content, tu vas dans la tribune ou tu vas sur le banc. Mais tu vois, Il faut c'est s'adapter important. aussi. C'est pour ça le choix Nantes, Guillaume, après Clerf. À la base, oui, parce que c'est vrai que j'avais hésité avec d'autres. Jusqu'au dernier moment, j'avais hésité avec les copains, avec Jimmy et John, et il y avait qui, il y avait Laurent aussi, Nardol, et il y avait ton frère, il y avait Jacques aussi qui était qui était déjà là-bas. Donc jusqu'au dernier moment, mais Nantes, moi j'avais l'image de Nantes. Tu joues à la C'était Nantaise. le jeu à la Nantaise, voilà, c'était tout ce Ouais, que parce que tu j'aimais. signes là-bas en 2001. Ouais, c'est ça, ouais. Coupe de France, tout ça, de Nouex. Voilà. Ouais, c'est ça, de Noex et tout. Donc c'était encore la belle période, mais au final, quelques années après, Nantes ça a perdu de Ça s'est effondré. Ouais. Et puis oui, le jeu à la Nantaise depuis 20 ans, on le voit plus trop. Dans votre, moi je sais que ce que tu dis là, par exemple, surtout en Angleterre, par exemple, tu vois, les gens ils devenaient fous parce que quand tu as un sang-froid avec le ballon et que t'es pas pressé, tu paniques pas. Je sais, ici, ça crie beaucoup, tu vois. Yeah, Manon! Le public qui crie et que tu mets un crochet. Les entraîneurs, ils pouvaient devenir fous. Et je pense que, et je peux en témoigner, ça m'a joué des tours parce que j'étais tellement tatoué. Je veux pas dégager le ballon et je m'embrouille avec les gens parce que tu te caches derrière un autre. Tu parles d'adaptabilité. Qu'est-ce qui vous a manqué aujourd'hui, tous les deux, pour faire mieux dans votre carrière, selon vous? Ou est-ce que vous avez eu la carrière que vous méritiez? Ah, je commence Coco. Je pense qu'on a un petit peu la même chose avec Coco. En tout cas, pour moi, c'est sûr et certain, c'est le travail. En fait, et Coco, je sais pas si je me trompe peut-être, mais tout a tellement été facile jusqu'à la signature du contrat pro. Enfin, en tout cas pour moi, c'était tellement facile, fluide et les étapes euh, étaient une par une. Enfin voilà, il y avait aucune difficulté que quand tu arrives en pro et qu'on te dit faut aller à la salle, faut faire de la muscu, faut faire du gainage, faut faire des élastiques, faut faire. Non, moi j'ai Quentin, il peut te dire, il m'a jamais vu à la salle une fois, une fois en 4 ans. Les élastiques, non. Le pire, c'était comment ils appellent, le Cibex, là. Tu vois, les tests Cibex. Ouais. Mais moi, je l'ai fait une fois en 15 ans et je me suis blessé. J'ai dit, je le fais plus. Et j'ai failli me faire virer c'était en arrivant à Valenciennes. Ils voulaient me faire le test. Je leur ai dit non, je réagis mal à ce test et tu dois faire à fond. Et j'ai dit, je le fais pas parce que j'en ai pas besoin. J'estime que j'en ai pas besoin. Et de deux, quand je le fais, il me faut 4 jours pour récupérer parce que j'ai des courbatures partout et j'en veux pas. Et Camboiré, je me rappelle, il avait été dans mon sens. Il avait dit, arrêtez de lui casser les couilles. Laissez-le tant qu'il est sur le terrain. Et voilà. Mais moi, ce qui m'a manqué, c'est ça, cette culture du travail, parce que j'étais persuadé qu'avec mes qualités, ça allait passer comme ça se passait en jeune ou en réserve ou quand j'ai signé pro. Donc, avec le recul, je me dis que si j'avais bossé plus, ou en tout cas si j'avais, au moins si je m'étais donné un peu plus les moyens de travailler sur mes défauts ou améliorer peut-être encore mes qualités, tu vois, d'aller peut-être encore plus vite, d'être encore plus costaud pour un défenseur. Voilà, j'aurais sûrement fait mieux. Et après, les choix aussi les choix de carrière
à certains moments. C'est pour ça que Je sais pas si Coco. Quel choix tu regrettes, toi? J'aurais jamais dû partir de. Alors, Valenciennes? j'ai fait un choix fort que personne n'a compris quand j'ai résilié 4 ans de contrat à Nantes pour signer 1 an à Valenciennes. Et j'ai pas demandé 1 euro au club. Je suis parti. Ah ouais. Il y en avait pour beaucoup parce qu'à Tu te rends un l'époque. coup de tête? Non, parce que en fait, je suis prêté à Valenciennes et on monte. Valenciennes vient de monter en Ligue 2. Donc Camboiré est l'entraîneur, et il connaît Nantes, et puis il y avait l'équipe de France, donc il me fait venir et on monte en Ligue 1 cette année-là. Ouais, Et je me ça se rappelle. passe très bien. Et je veux pas retourner à Nantes parce que ils m'ont tellement promis de choses. Ils m'ont dit que j'étais le Sylvain Armand à l'époque, c'était lui qui jouait à mon poste. Sylvain devait partir et je devais prendre la suite et ça s'est jamais passé comme ça. Et du coup, j'ai dit je reviens pas. Et quand je prends une décision, je vais jusqu'au bout. Et je me rappelle que, et je sais même pas je l'ai retrouvé dans des contrats dernièrement. Donc j'avais 4 ans, j'avais signé 5 ans, donc je suis prêté 1 an, je reviens, il me reste 4 ans de contrat. Donc logiquement, je suis obligé de revenir. Et Nantes en cours de saison, m'avait mis une prime de, je crois que c'était 50 000 euros à l'époque, si je revenais à Nantes. Donc il m'avait mis une prime, alors que j'étais sous contrat avec eux. Donc j'étais obligé de revenir. Et je sais que j'étais pas revenu à la reprise. Donc le club avait envoyé des courriers et je leur avais dit je veux pas revenir. Donc ils m'attendaient à la reprise et je suis jamais revenu et j'ai demandé à résilier le contrat et je suis reparti à Valenciennes pour signer qu'1 an. Ils m'avaient pas Et fait. t'as pas pris les 50 000 euros? J'ai rien pris. J'ai pris ni les 50 000 ni les 4 ans de contrat que j'avais. Et c'était un très beau contrat pour un premier contrat pro. J'ai dit laissez-moi juste partir. Je veux rester à Valenciennes. Oh le con. Oh le con. Aujourd'hui, on est. Non, après, oui, c'est un de mes regrets parce que Nantes aujourd'hui, j'y habite et c'est le club un peu. On a beaucoup de joueurs là-bas. Je connais encore tous les coachs et tout. Et c'est quand je vois la Beaujoire, c'est vrai que ça, Ricky, t'y as joué, c'est top. La Beaujoire, c'est exceptionnel. Les supporters, enfin c'est un des regrets. Mais au final, quand avec Valenciennes, ça se passe très bien. Donc je fais 3 ans là-bas. Non, le plus gros regret que j'ai eu, c'est de partir de Valenciennes. Là, j'ai fait vraiment le débile. J'aurais jamais dû quitter là-bas pour partir. T'étais parti où après? À Metz. À Metz. Metz. Wow, quelle idée. Ouais, Oh là là. Quelle idée. Ah, chez Bass. Oh là Très là. mauvais C'est choix. la vérité, Très mauvais choix. quand on m'a dit, ouais, Rups, il a signé à Metz, je voulais l'appeler, je lui disais, mais pourquoi t'as fait ça? T'aurais dû, tu Parce que m'aurais fait, franchement, t'aurais fait économiser beaucoup de Il a choses. souffert à Metz, hein. Franchement, il a souffert. Ah, c'était- Mais avant qu'on revienne tu sais, à la version de Coco pour sa carrière, toi, Rups, est-ce que tu considères qu'un peu trop tôt dans ta carrière, t'as pris des décisions sur un coup de tête, du coup? Parce que du coup, là, ce que tu nous expliques, c'est, voilà, t'étais un joueur impulsif quand même, malgré ton pied gauche léché. Et est-ce que tu considères que peut-être ça t'a joué des défauts et avec le recul, ça t'a joué des tours, pardon, et avec le recul, c'est peut-être même plus ça que t'aurais changé, c'est ton mindset au moment de la prise de décision plutôt que la prise de décision en elle-même? Bien sûr, à 100%, et j'en parle encore avec Camboiré, mais en fait, j'ai eu aussi les coachs Camboiré, c'est un malade mental. Il est tellement focus, il était comme moi, et en fait, c'est ce que je lui disais, et c'est pour ça qu'une fois, on s'est vraiment clashé, parce qu'il disait, mais t'as 20 ans, tu parles tout le temps, tu t'embrouilles, tu prends des cartons. Mais je lui disais, coach, vous êtes suspendu 1 match sur 3. J'ai dit, vous pouvez pas me dire à moi. Et je l'ai vu. C'est vrai que c'est un ouf, lui aussi. Je l'ai vu faire des trucs. Le Canac. Ah bah oui, je l'ai vu attraper des Pedretti à la gorge, je l'ai vu. Ouais, c'est pareil à moi, c'est à Strasbourg, Antonetti, avec Niang et tout, c'était incroyable. Oui, tu vois, c'est Antonetti, Antonetti, c'est quand même un bonhomme dans le football. Il est parti en courant. Il voulait le tuer. Camboiré, il allait le tuer. Il s'est renfermé dans le vestiaire. Il allait le tuer. Donc, et tu vois, t'as un coach comme ça qui te dit, Guillaume, tu te calmes. Faut te calmer. Et lui, il est 10 fois pire que toi. Donc, en fait, c'était pas la bonne personne pour. Mais tu vois, le malheur. Aujourd'hui, les coachs, peut-être les coachs mentaux, les trucs comme ça, tu vois. Moi, je sais qu'il y en avait pas trop il y a 15-20 ans quand on a démarré. Mais aujourd'hui, tu vois, un coach mental, je sais que ça peut, en tout cas, ça peut servir. Il t'en fallait 2 ou 3, toi. Hein. Ah ouais, il y a une équipe mentale. Non, mais quand tu regardes. Il fallait le service à l'hôpital, le service psychiatrique pour Rups. Mais ça, tu le vois direct. Mais tu sais, quand tu regardes avec le recul, tu dis les cartons.
les décisions impulsives, si Rups, il avait, comme tu dis, si Rups, il avait Gérer pu les émotions. gérer ses émotions ou connaître, tu vois, un peu plus connaître ce que c'est qu'une émotion, ma parole, Mm. que ça change tout. Mais après, bon, comme tu dis, c'était il y a X temps. Ouais, c'est ça. Parce qu'après, t'es catalogué. C'est dur vous le savez, hein, et comme Ouais. moi, que quand t'as une étiquette, un petit peu, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est très dur de la faire enlever. T'as beau t'assagir ou t'as beau changer des choses. Quand on va dire lui, il est comme ci ou lui, il est comme ça, après, c'est compliqué hein, de changer. Hein. Rox, vas-y. The floor is yours. Bah, pour moi, de mon côté, ben, déjà, j'ai la carrière que je mérite. Parce que, à un moment donné, quand tu fais autant d'années, bah, si t'as pas fait plus, t'as pas fait moins, bah, t'as la carrière que tu mérites, tu vois. Après, moi, c'est mon mindset. 350 matchs en Ligue 1 quand Comment? même. Que, tu sais, pour remettre dans le contexte, parce que les gens ont la mémoire courte, mais 350 matchs en Ligue 1, Cox. Ouais, mais je veux dire, tu sais très bien, après moi, le côté de la statistique pure d'offensif, elle te pénalise trop. Mais moi, où il y a ma fierté derrière, c'est que j'ai fait que de la Ligue 1 avec des journalistes qui me tapaient dessus, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on voulait m'enfoncer, mais je restais là quand même là. Et moi, ce que j'aurais dû changer, c'est mon état d'esprit. Parce que, qu'on le veuille ou pas, et c'est ce qu'on parlait par rapport à Clerf, à un moment donné, Clerf, c'est bien beau parce que c'est un jeu léché, c'est le collectif avant tout, etc. Vous le savez très bien. Quand on arrive au centre, et encore plus en pro, faut penser à sa gueule, les gars, puis c'est tout. Le reste, on peut vous raconter tout ce qu'on veut, c'est de la flûte. De toute façon, on a le meilleur exemple. Hein. Mbappé, c'est avant tout un joueur pour lui avant d'être un joueur de collectif. Hein. Donc voilà, tu vois, tu as le meilleur exemple. On kiffe le côté individualiste, mais parce qu'à un moment donné aussi, on doit vendre quelque chose. Mais moi, je comprends hein, les mecs qui te disent, bah, un joueur, pour qu'il marque les esprits, bah, faut qu'il ait des stats, faut qu'il marque, etc. Moi, je te dis pas que c'était injuste, comment on appelle ça, les, les choses négatives, Les les critiques. critiques qu'on me disait. Non, elles étaient justes, sauf qu'elles étaient extrêmes et qui camouflait ce que tu pouvais apporter dans le jeu réel, le jeu qu'on a toujours aimé. C'est pour ça que nous, ce que vous faites avec votre podcast, c'est que vous remettez quand même beaucoup de contenu et expliquez en fait le pourquoi du comment de certaines choses. Et pas dire à travers des stats, lui il est bon, lui il est mauvais, ce que font en général les gens en fait. Et moi, je pense que mon état d'esprit, Bien mon sûr. agressivité, mon égoïsme, ça j'aurais dû le développer parce que je n'étais pas quelqu'un d'égoïste. Et par exemple, un mec qui faisait un 2 contre 1 avec lui et qui attire pas le défenseur pour te la mettre et qui tire un angle fermé, moi, c'est des trucs que je comprendrai jamais. Et jusqu'à ma mort, j'arriverai jamais à le comprendre. Parce qu'après, quand ça va te prendre par le cou, ouais, mon frérot, je t'ai pas vu, t'as envie de le brûler, le mec. Mais c'est comme ça. Ouais, écoute, bah, là, sur ça, on se rejoint parce que moi, j'ai été aussi pareil. Hein. C'est vraiment ce côté collectif à toute épreuve que j'avais aussi. Et ça m'a aidé des tours aussi, hein. Notamment à Nantes, justement. Moi, je me rappelle, encore une fois, on en avait déjà parlé dans quelques épisodes. Il y a quelques épisodes, pardon. Moi, carrément, quand on n'était pas bon, moi-même, je disais au coach, à l'époque, c'était Libourg, je disais, coach, C'est un fou. je me sens responsable. Si je dois sortir, sortez-moi en gros. Ouais, je suis pas au niveau, tu vois, autocritique. Je pense à l'équipe, je pense collectif. Et si vous sentez que je suis moins bien, sortez-moi, tu vois. Je me sens moins bien par rapport à mes performances je dois avoir. Mais tu vois, Sortez-moi. Ricky, En plus, je pense que c'est l'année, je crois. T'étais déjà à Sochaux, je exactement. crois. Et on jouait le maintien contre vous, Exactement, tu je me vois, à rappelle. l'époque, tu te Mais tu rappelles? vois ce que tu dis, je te dis pas que c'est que des mecs de Clerf qui font ça, parce que t'as d'autres mecs aussi qui peuvent faire ça. Mais moi, des fois, moi, quand j'étais à Sochaux, quand je marquais pas, je disais au petit jeune qui s'appelait Geoffrey Tulane, eh, moi, quand je déconne, tu dois prendre ma Ouais. place, tu vois, des trucs comme ça. Mais tu dis pas des trucs comme ça. Mais parce qu'en fait, on était tellement été éduqués autre part que. Ouais, on est collectif, trop Mais collectif. t'es dans autre chose. En fait, tu fais partie de 10% des mecs qui réfléchissent comme ça, parce que les 90 s'en battent les couilles. Hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est Parce clair. que tu sais, des fois, on le sait très bien, ils ont une image extérieure, mon gars, super mec, mais on sait très bien comment ça se passe dans le vestiaire. Hein. Mais bon, après, c'est la vie, tant mieux pour eux. Et, mais tu vois, trop nature comme Mais ça. Et tu vois, même des fois, devant les journalistes, je me suis déjà fait dégommer. Et même des joueurs de mon équipe, quand j'étais à Bordeaux, MJ Nico, même quand t'es pas bien, ne fais jamais ça, en fait. Même eux me l'ont dit. Ne fais jamais ça. Et tu vois, cette honnêteté,
Je Ouais. pense que si ce sera à refaire, je te dis la vérité, jamais je le referai. Parce que tu peux pas donner des gens à qui ils méritent tout ton cœur ou toute ta vérité ou quoi que ce soit. En fait, faut jouer comme tout le monde. Faut jouer au poker. Faut faire style même quand t'as mal joué. Si, si, j'ai bien joué. Non, mais il y a quand même un côté où, tu vois, là, ce que tu décris, c'est le côté utopiste qu'on a un peu tous par rapport à ce côté, la compréhension du jeu. Et pour être resté vraiment très régulièrement en contact avec toi, ça a toujours été, Cox, t'étais le genre de mec, ah ouais, tu sais, on parle foot, on parle foot, on parle foot. D'ailleurs, au passage, rien à voir, mais le mec, il se faisait appeler Kobe à Monaco tellement il aimait la Ouais. NBA. Oh Kobe, oh Kobe. Ah, les gars, trop intelligent le mec. Et non, mais ce que je veux dire, il y avait un côté utopiste où on parlait foot, on parle foot. Ah, au fait, j'ai eu un enfant. Ah, ok, ouais, tactiquement, lui, machin. Ah, ouais, moi aussi, j'ai eu un enfant. Ouais, tu vois, on était tellement orienté compréhension du foot qu'il y a un côté utopiste qui, je pense, quand même, tu sais, faut pas perdre. Tu vois, enfin, moi, je sais qu'encore maintenant, à 37 ans, avec tous les jeunes, des fois, je lâche c'est criminel ce que tu fais, tu sais, quand je vois Delon, ou même quand on m'attaque, quand le mec, il fait pas la passe, tu sais, je le tue en essayant de faire, tu sais, de faire perdurer ce côté utopiste du foot le foot, ça se partage, en fait. Mais peu importe. Là, tous les deux, vous êtes un peu dans la même situation, à savoir, toi, Rups, vis-à-vis de tes clients, tes joueurs, et toi, Cox, vis-à-vis de ton fils. En fait, cette transmission de ce que vous avez réussi dans votre carrière, cette grande adaptabilité, parce qu'on l'a pas assez souligné, mais quand vous êtes arrivé en centre de formation, ce qui vous a différencié de vos autres potes de promo, qui ont sans doute pas percé, c'est que vous avez réussi à vous adapter à un environnement qui était moins sympa, entre guillemets, moins confortable que celui de Clerf. Comment vous le transmettez, toi, Cox, à tes fils, ton fils qui va aller à Monaco, ton plus petit qui joue au Gigi, et toi, Rups, à tes clients? Parce que j'imagine que de temps en temps, vous devez être partagé quand même. Il y a un côté où ton fils, quand il frappe en angle fermé, Cox, tu lui dis quoi? Tu sais, quand il a toujours été attaquant, maintenant il passe un peu plus ailier. Quand je te jure, il frappait devant deux défenseurs qui leur tiraient dans le ventre. J'ai regarde-moi ce bourrin et tout, mais je pétais un plomb. Mais ça plaisait, hein. T'entendais, putain, lui, il a de l'instinct et tout. Franchement, tu te disais, mais dans quel monde tu vis, en fait. Et T'as mal au comment? cœur. Tu fais, c'est bien mon fils. Ah, c'est bien mon fils, mais le football, tu fais Ricky, il n'y mal à avait mon pas de foot. c'est bien mon fils. Tu sais ce que je faisais? J'étais énervé, j'avais la doutoune et les trucs. Écoute-moi bien. Quand je commençais à démarrer le moteur et que les vitres restaient fermées et que j'étais à 100 mètres, espèce de débile, il en prenait plein la gueule, je te le dis, moi. Ah, il n'y avait pas d'histoire de. Ah Ah, oui, ah. Non, mais Coco, à un moment donné aussi, comme tu l'as très bien dit, est-ce que tu vas laisser ton fils faire les mêmes erreurs que tu as faites non, aussi parce dans que ta carrière? l'égoïsme qu'il peut avoir T'as envie de en faire tant quand même. qu'attaquant, Va falloir lâcher à un moment donné, hein. non, l'égoïsme qu'il a, en fait, il va être bien parce que c'est un égoïsme d'attaquant qu'il a toujours eu. Et ça, tu peux pas le reprocher parce que ça a toujours été quelqu'un de très efficace et tout. Mais par contre, à un moment donné, il y a sa connexion au jeu pour moi qui doit être améliorée, tu vois. Ce n'est que mon Hmm. avis. Peut-être que je vais entendre, non, il est très bien en termes de collectif, mais peut-être aussi on n'aura pas les mêmes barèmes d'exigence, tu vois. Bah, le truc, c'est ça, c'est que aussi toi, avec ton petit, Rups avec ses joueurs, à un moment donné, et c'est peut-être dur. Rups, tout à l'heure, il disait, ouais, il a refusé des joueurs qui n'avaient pas limite, la même mentalité que lui, tu Merci. vois, la même Ouais. vision du football, à tort ou à raison, tu vois. Soit on reste, on meurt avec ses principes ou pas. Est-ce que aujourd'hui, bah, on doit pas savoir prendre du recul par rapport à notre éducation et nos enfants, ils n'ont pas la même éducation que la nôtre. Ça veut dire que tes joueurs, tes enfants, même si c'est ton fils, par exemple, c'est une question, c'est une idée. C'est qu'il n'a pas il a pas été tatoué INF. Donc au final, est-ce qu'on peut foncièrement lui demander ou attendre de lui, parce que toi, tu sais certaines choses, comme Rups, il sait certaines choses. Nous, voilà, mes enfants, nos enfants, ou si on travaille dans le football, est-ce qu'on peut honnêtement leur demander la même chose, sachant qu'ils auront jamais, jamais, parce que c'est clair, c'est passé, la même éducation footballistique que vous ou que nous. Tu vois, est-ce que réellement le travail, il n'est pas dans notre transmission? Quentin il parlait de transmission. Le travail, il n'est pas à faire sur nous, dans le sens où on parlait d'utopie, transmission. Est-ce que c'est voilà, c'est nous qui avons été entre guillemets au Harvard du football. Tout le monde ne va pas à Harvard, mais c'est pas parce que tu vas pas à Harvard que tu peux pas faire une carrière stratosphérique.
Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, je le vois parce que tu parles de barème d'exigence et on a tous été tatoués pareil. Des fois, je me dis, j'arrivais dans des clubs, ça m'a posé réellement des problèmes parce que des fois, j'allais même au milieu de terrain pour leur montrer comment se déplacer. Mais à un moment donné, le mec a un problème. C'est moi qui ai un problème. Pas parce que aujourd'hui on peut avoir des convictions, mais pas des certitudes. Donc le mec qui avait réellement dans cet ensemble un problème, c'était que moi. C'est moi qui étais pas bien. C'est moi qui devenais fou. Eux, ils étaient bien. Et certains, franchement, ils vivaient leur vie au calme. Donc, est-ce que c'est pas souvent une tare d'un côté d'avoir eu ça, mais d'un côté, le football il est cyclique. Quand tu dis Coco que si c'était à refaire, tu changerais. Des fois, je me pose la question, je me dis, vu que le football ça tourne, ta mentalité, à un moment donné, elle va revenir à la mode. Si c'est pas déjà le cas, tu vois, c'est qu'une question de temps, c'est qu'une question de patience. Et si on peut l'exprimer, si on sait comment vraiment le communiquer, je pense que ça fait, je sais pas si ce que je dis, ça a fait du sens, mais Rub, tu vois, t'es comme Q, toi. Vous êtes des deux Babtou, là, vous aimez bien toucher votre barre. Vas-y, dis-moi. Talk to me. Non, mais t'as raison. Mais nous, ce qu'on aime, c'est les Cocos, c'est les Athènes, c'est des joueurs comme ça qui nous. Enfin, je pense qu'on a tous la même vision, qui nous ont fait rêver et qu'on aime voir sur un terrain. Mais aujourd'hui, tu as dit un truc important. Je me demande si, enfin, moi, dans ma vision, je te parlais tout à l'heure des joueurs propres et tout, mais les, pour parler avec pas mal de clubs et tout, des fois, quand ils ont, par exemple, une recherche d'un défenseur, ils vont pas me dire on veut un défenseur qui a une super relance, qui est intelligent. Non, on veut un mec grand, costaud et ça passe pas. Tu vois. Hmm. Donc ça c'est plus les critères que des clubs et même des grands clubs vont rechercher. Alors que, enfin moi si j'étais dans un club ou si j'étais recruteur ou directeur sportif, il m'en faut au moins un sur les deux qui a des pieds quand même, ou qui sait relancer, ou qui est intelligent. Au pire, tu prends un bourrin à côté, mais au moins un des deux. Et je suis même pas sûr voilà, qu'on ait tous ce raisonnement-là. Et comme un milieu de terrain, tu vois, nous on aime voir des créateurs, des joueurs qui créent des choses. Après, oui, Coco, bah, il avait ce problème peut-être de finition. Mais moi, je préfère voir Coco pendant 90 minutes que voir un mec qui va mettre une passe décisive, mais que pendant 85 minutes, le mec, il va aller tout droit, il va aller en touche, il va faire des contrôles américains et il ne sait pas dribbler un joueur, tu vois. Voilà, mais parce que le mec, il va finir à 10 passes décisives, eh ben, on va dire ce joueur, il est top. Et il y a des joueurs qui ont peut-être fait des plus belles carrières que Coco, mais parce qu'ils avaient, comme tu as dit, plus de statistiques que toi. Mais les mecs, tu prends ton talent et le leur, et où ta réflexion football et la leur, c'est à des années-lumière. Et vous avez tous joué, on a tous joué avec des joueurs, où on s'est déjà dit une fois, mais comment ce joueur il a fait pour jouer dans ce club-là, ou comment il a fait pour faire cette carrière-là. Pro, ouais. Tout simplement. On a, Comment il a signé son contrat, celui-là? pas possible. On a vu des mecs qui ont fait la Ligue des Champions. T'aurais pas mis 1 euro sur des mecs comme ça. Et des mecs où tu te disais, voilà, c'est pas. Et même à Clairefontaine, hein, il y a des joueurs sur qui j'aurais pas forcément misé, qui ont fait des carrières magnifiques. Parce que bah, après, ils se développent et parce qu'après, voilà, comme tu as dit, ils arrivent à s'intégrer dans un collectif, ils arrivent à prendre le meilleur de ce qu'ils ont appris à Clairefontaine. Et d'autres, qui était, tu vois, nous, enfin, il y avait Rudy Haddad, tu vois, il n'a pas fait une grande carrière, Rudy, alors que Mhm. c'était un crack à notre époque, tu vois. Ouais. Je sais même pas s'il avait fait tous les tests, lui, pour Clairefontaine, il l'avait quasi pris directement, enfin, tu vois, t'en as plein des mecs comme ça qui étaient trop forts et puis au final, ils ont pas percé. On parlait de, moi, mon idole de jeunesse, c'était Mourad Megni. C'était Mhm. exceptionnel de voir Mourad. Même quand on s'est revu là à Clairefontaine, j'étais trop heureux de le voir. On a parlé une demi-heure. J'ai l'impression que je parlais avec Zidane. J'avais tu vois, c'était incroyable. Et Mourad, alors il a fait une belle carrière, mais il a fait, je pense, 10% ou 20% Ouais, de ce qu'il aurait dû ou ce qu'il aurait de dû ce qu'on faire. attendait de lui, ouais. Tu vois, Ouais. voilà de ce qu'on attendait de lui. Mais ça, après, enfin, c'est notre. Enfin, moi,
C'est mon avis et c'est le côté. Mais tu es obligé de t'adapter à ce que tu as en face et à ce que ton entraîneur veut, ce que ton club veut et la philosophie. Tu vois, t'as des équipes, elles jouent pas au ballon. Donc, elles ont besoin de choses différentes que ce qu'on aime. Coco, peut-être qu'avec certains coachs, ils auraient dit c'est pas possible, j'en veux pas de celui-là. Il dribble trop, il est trop. Tu vois, il défend pas assez, il est pas assez costaud, il est trop fin. Il n'a pas de pied droit au truc. Ouais, il y a des gars, ils vont se mettre que les défauts, c'est vrai. Hein. Il s'est épaissi, Coco, parce que t'es mal les baguettes chinoises que c'était, lui, à l'ancienne. Hein. Wow. Mais il était dur. Mais, Hein. mais, Il était dur. mais ça, pour rebondir sur Il ce que était tu dur. dis, tu vois, je vois ce que tu veux dire quand tu dis que le fait par exemple, que mon fils, il n'a pas fait clair, il peut pas comprendre notre façon de penser, notre façon de penser, tu vois. Mais après, toi, Guillaume, il va sur le terrain, je vais sur les terrains et tout. Il y a un truc qu'on remarque tous, c'est que le niveau, il a baissé. C'est-à-dire que, techniquement, et dans l'intelligence de jeu, il a baissé. À un moment donné, ce que tu entends maintenant à l'heure actuelle, c'est qu'il n'y a plus de dribbleurs, tu n'as plus de mecs qui prennent l'initiative. Mais c'est les mêmes mecs qui disent qu'ils... Attends, il a baissé. Excuse-moi de te couper, Coco. Excuse-moi, Seb aussi. Mais il a baissé ou il s'est polarisé? Dans le sens, il y a des très forts et des gars qui sont en dessous. Toi, tu penses que globalement, le Il niveau a a baissé baissé? parce que, en fait, quand tu regardes bien, le football, il est que dans de la transition. Déjà, de dire qu'à un moment donné, on veut faire que de la transition, c'est parce que tu n'arrives même pas à marquer sur jeu placé, en fait. En fait, t'attends que l'adversaire se déséquilibre pour pouvoir agir. Moi, tu vois ce que fait Pep, c'est même si t'es en place, je vais te marquer des buts, en fait. Même si t'es bien, je suis tellement fort dans mon mouvement que je vais te marquer des buts. Alors que la plupart, j'attends en fait que vous vous déséquilibrez vous pour contre-attaquer sur vous. Et en même temps, pourquoi je te dis ça? C'est parce qu'en même temps, les mêmes mecs qui te disent ouais, les joueurs ils prennent plus d'initiative, ils prennent de moins en moins d'initiative, c'est les mêmes mecs qui te les enlèvent. Non, fais ça, le joueur. Non, mais pourquoi t'as dribblé? Non, mais pourquoi t'as fait ça comme ça? En fait, ils t'empêchent de l'avoir de la créativité, mais parce que tout le monde veut contrôler. Parce que chaque entraîneur veut être Pep Guardiola, chaque mec en dehors qui sont dans les bureaux veut être chef de la data, etc. Et en fait, ça enlève toute la création du football. Et au final, ça en devient des joueurs stéréotypés, tu vois. Et je trouve que, par exemple, les fondamentaux contrôle-passe, pour moi, c'est pas hyper maîtrisé. Un mec de nos jours qui est hyper athlétique, champion de Basic Fit, il a beaucoup de chances de sortir pro qu'un mec qui a des pieds qui sent le jeu, mais qui n'a pas la morphologie qu'il faut, tu vois. Juste pour, Coco, juste un truc, les mecs. Est-ce que hier, je regardais un match. Hier, j'étais à l'Émirat. J'étais à l'Émirat, je regardais un match. Tu parles de contrôle, parce que tu as parlé de contrôle passe. Ouais. Pourquoi aujourd'hui tout le monde contrôle la balle avec la semelle? Parce que il faut m'expliquer. Mais parce que tu la bloques. Parce que t'as le jeu devant. T'as le jeu devant. Parce que, en fait, avec le ballon, en fait, franchement, tu vois, c'est un truc, ils appellent ça la pause. Et tu blagues, mais il y a beaucoup de Guardiola, tu vois, surtout pour les défenseurs centraux. Parce qu'avec la semelle, en fait, tu peux reculer, attirer, tu vois, attract the pressure, tu recules. Exactement. Et en fait, après, ça crée un espace. Ou avec le ballon devant, en fait, tu peux avoir la tête levée et toujours le ballon dans ton champ de vision. Et c'est un truc où, sincèrement, par contre, ça, tu vois, Seb, c'est une question. En tant que gardien, et même, tu sais, en tant que def central, en fait, avec le ballon sous la semelle, c'est comme si tu pouvais scanner le jeu et en voyant toujours ton ballon. Tu sais, tu pouvais l'orienter sur ton droit, sur ton gauche, pour un jeu court, pour un jeu long. Regarde la Alonso, c'est comme ça qu'il joue. Vous voulez me faire comprendre que c'est entre guillemets, c'est nouveau. Les défenseurs super techniques qui pouvaient contrôler le jeu avant, ils ne mettaient pas la semelle avec. Moi, je te parle de la première touche de balle. Je te parle pas d'un moment donné de ramener le ballon sur une petite semelle et après tu contrôles. Je parle vraiment, les mecs, première touche de balle, milieu de terrain, derrière, ça met le pied sur le ballon. Moi, on m'a toujours dit, tu peux pas contrôler la balle avec la semelle, la balle elle va passer en dessous, l'intérieur du pied. Non, après ça, je pense, c'est purement technique. Bah, Athème, il le faisait. Hein. Rappelle-toi, même à Clerf, dès qu'il le faisait, du saut, il faisait sauter le ballon, balle à l'adversaire. Athème, il prend le ballon, il fait ça, il se mêle, il accélère. C'est un dribbleur. Athème, c'est un dribbleur. Coco, il parlait des dribbleurs, c'est un créateur. Moi, je te parle pas des créateurs. Moi, je te parle même à tous les niveaux. En fait, je trouve que c'est un trend où c'est devenu le contrôle vraiment
Tu parlais du contrôle passe, tu vois. Bon contrôle qui va pas trop loin. Et je parle de technique pure. Pour moi, la technique pure, ton contrôle intérieur du pied, la balle ne peut pas partir loin. Tu peux voir le ballon, tu peux enchaîner. Tu peux enchaîner. Donc, c'est parce que tu parlais de ça. Et pour moi, c'est des choses qui changent. Après, je comprends. Mais Coco, les blessures, on dit quoi? Les blessures. Là, on a parlé de la souffrance. Rups, nous, on parle souvent de la souffrance, des blessures. Comment vous avez vécu voilà, ce côté un peu où ça commence à lâcher? Et c'était quoi, tu vois? Qu'est-ce qui se passait dans la tête? Comment ça s'est passé? Rups, tu commences? Ouais, après, moi, j'ai pas eu. Enfin, j'ai été un petit peu sujet aux blessures, comme tout le monde, mais c'était. J'ai pas eu de grosses blessures, je touche du bois, j'ai pas eu d'opération, de choses comme ça. Donc, j'ai eu un problème avec les mollets. J'avais des petites déchirures qui revenaient aux mollets, qui revenaient assez souvent. Pourquoi, je sais pas trop, des cicatrices, mais je suis pas trop sujet à ça, j'ai pas été trop sujet, donc c'est vrai que c'est un débat là que j'ai pas vécu, tu vois, un truc où 4 5 mois où tu es en dehors du truc et tu te dis putain, faut que je revienne et tout, je l'ai pas vécu. Donc je l'ai plus vécu avec des amis, tu vois, je repense je m'en rappelle quand Jimmy, là, il a eu sa grosse blessure avec Carasso, je crois, je sais pas si vous vous rappelez, avec l'équipe de Juste France. avant la Coupe du Monde. Voilà, il lui brise le genou. Et Hmm. du coup, bah, on en avait parlé. Enfin voilà, moi ça m'avait marqué parce que je sais pas s'il avait réellement ensuite récupéré tout son potentiel et tout son niveau. Et tu dis bah, que d'une seconde à l'autre, en fait, tu peux avoir une blessure et tu sais pas comment tu vas revenir. Donc, mais Coco, t'en as eu une peut-être toi, non Ben, c'était plus à la ouais, fin. T'avais eu Genou, ouais, genou, cartilage. ouais, moi c'était plus à la fin. Ben, moi c'était cartilage du genou, donc là c'est le truc ultime. Limite, j'aurais préféré avoir un croisé, tu vois. il y a plus rien à faire. Exactement. Et surtout, moi, ça arrive à un moment où, si tu veux, moi, on me disait, ouais, que tiens, tu perds vite ton cartilage et tout. Mais tu sais, on m'a jamais mis en place un protocole en me disant, fais ça, fais ça, fais ça, c'est une obligation, tu vois. Parce que, tu sais, moi, tant que je jouais et que j'avais pas mal, tu vois, je m'en foutais, tu vois. Parce que tu sais pas ce que c'est. Moi, j'ai jamais été blessé et tout, pratiquement. Et en fait, moi, quand ça arrivait fort. Ça arrivait fort, et puis ça enchaînait. En fait, la chute, elle a été violente. Parce que c'est un truc que, toi, même à l'heure actuelle, toi, j'ai du mal à marcher un peu, tu vois. C'est compliqué. Et puis tu Ah récupères, ouais, tu carrément. récupères moins bien à 30 et quelques années je pense qu'à 18 ou 20 ans. Tu vois, t'as une blessure à 20 ans, bon, t'arrives je pense à la supporter un peu plus. Quand t'arrives à 32, 33 ans, toi, je me rappelle à la fin, Coco, là, tu me disais, je souffre. Les entraînements, c'était galère à Bergerac et tout, là, à la fin. Je me Ouais, souviens, tu galérais avec ton ouais, genou, là. Et puis t'en avais marre, ouais, quoi. Et puis t'as plus la motivation. T'es saoulé, quoi, à la fin. t'es saoulé parce que, en plus, c'est un truc, on te dit que le cartilage, il repousse pas, tu vois. Donc, en gros, t'es dans la merde, t'as pas d'autre solution. Et honnêtement, à un moment Ouais. donné, tu vois, quand je vous disais tout à l'heure que j'étais passé milieu de terrain, en même temps, ça m'arrangeait parce que je pouvais ralentir le jeu, parce que le jeu, il se fait on va dire, au cœur du jeu, au milieu de terrain. En fait, je pouvais donner mon rythme à moi, en fait. Et le fait Mhm. que déjà j'étais diminué, à un moment donné, je suis allé voir le coach Chagnol, je lui ai dit franchement, je crois que je vais arrêter, je vais me faire opérer parce que, en fait, je m'apercevais que quand je jouais, toutes mes semaines, c'était genre, tu as un jour de repos ou tu fais une piqûre. À un moment donné, tu en as marre. Parce que même ton pic de forme physique, souvent, tu dois le trouver même si tu es moins bien en ce moment. Parce qu'à un moment donné, tu peux pas jouer à 70% de ton physique. Et là, je te parle de physique, de Exactement. coffre, de mettre du rythme, etc. etc. Ouais. Et Ouais, de exactement, volume. de Ouais. volume. Et donc, et quand je décide de me faire opérer, on me dit que déjà, putain, ton genou, il est critique, ta. Et moi, je l'avais sur les deux, les gars. Donc, Ok. et, et en fait, quand il te dit ça, t'as peur sur le moment parce que il te parle d'arthrose, je sais pas ce que c'est, il te parle de prothèse, je sais pas ce que c'est. En fait, t'as jamais entendu parler de ça. Ouais, il sait ce que c'est. Non, mais tu Je sais sais, pas, on en a sur, pas sur le on en moment, a tu sais, parlé au télé. quand c'est des blessures qui touchent d'autres personnes, je te dis la vérité, pas tu, si tu t'en fous parce que tant que ça te touche pas, en fait,
Tu sais pas ce qui se passe. Il va te dire, ouais, j'ai ça comme blessure. Tu vas être désolé pour la personne, mais tu vas pas aller sur Internet voir ce que c'est comme blessure, tu vois ce que je veux dire. Mais comme moi, ça m'est arrivé, mais moi, je broyais du noir et tout, hein. Et je vous dis sincèrement, c'est une période qui a été très, très difficile dans ma vie, hein. Et le pire, c'est que j'ai fait 1 an et demi avec Bordeaux, en fait, où je me fais 2 fois opérer parce que la première, je fais une rechute et tout. Et la deuxième fois, je reviens, je sais que je suis bancal. En fait, je reviens, mais en me confortant que tu es en fin de contrat, tu veux retrouver un contrat autre part, etc. Mais tu sais que tu te mens à toi-même, en fait. En fait, tu n'acceptes pas, en fait, que ton genou, il est pratiquement mort et que c'est fini, tu vois. Mais tu étais obligé de. Comme tu es en fin de contrat, tu te dis si je joue pas minimum 10-15 matchs, je suis dans la T'as merde. raison. Parce que je vais. C'est Tu vois, c'est. c'est un cercle vicieux parce que, Aujourd'hui, en tu fait, fais une saison t'as blanche. plus, t'as Ah plus oui. la lucidité de te dire ta priorité, c'est la santé, en fait. Tu vois ce que je veux dire? J'aurais préféré me dire ça à 30 ans et moins boiter maintenant, tu vois ce que je veux dire? Que d'avoir eu insisté parce que j'ai agrandi mon problème. Ouais. Mais en même temps, quand tu as le choix entre ça, ce que tu dis, rejouer en ayant mal, ou te dire tu vas faire diviser par 10 sur ton salaire, sachant que tu commences à avoir les enfants, les trucs et tout, tu vois, le choix, il est difficile aussi. Parce que vrai, bien sûr. quand tu passes tu vois, tu peux vite, le foot, ça va vite, hein, d'une année sur l'autre, tu peux diviser par 4, par 5, par 10 un salaire ou sur 2 années. Et après, bah, tu vis plus de la même façon. Quand tu as un train de vie, enfin, il y a plein de choses. On l'a tous plus ou moins vécu dans nos carrières, avec des Ouais, hauts, bien des sûr. bas. Donc, tout ça, c'est difficile. Et comme tu dis, quand tu arrives en fin de contrat, que tu as un peu mal, tu sais que c'est dur. Faut prendre les bonnes décisions et faut pas trop réfléchir au final. C'est dur parce que tu sais, le gros problème qu'on peut avoir, c'est d'avoir une vision sur le long terme. Et paradoxalement, en fait, quand tu es en fin de carrière, tu regardes du court terme parce qu'il n'y a que ça que les clubs peuvent t'offrir. Et tu prendras, on va dire, toujours plus d'argent dans le foot que n'importe quel autre milieu. Donc tu te dis, tiens, il faut que je tiens, etc., etc. Mais au final, moi, dans mon cas personnel, moi, j'aurais dû arrêter le foot à 29 ans, 30 ans, tu vois. Parce que j'aurais peut-être pu jouer au foot avec mes enfants et tout, tu vois. Je peux même pas jouer au foot avec mes gosses, tu vois. C'est un truc chelou, hein. Bah, c'est quoi? C'est exactement le thème qu'on a eu la semaine dernière sur la douleur avec Seb et Q, le dernier épisode. Après, là, tu as le recul nécessaire parce que tu as aussi la sagesse et tu as aussi maintenant t'as l'expérience, tu as du recul, mais à l'instant T, tu pas ce recul-là. Moi, c'est Mais pareil. voilà. Hein. Moi, Pour l'avoir ouais. vécu avec Cox, tellement on est resté en contact au travers de nos carrières et tout, et c'est un truc, moi Cox, c'est un truc, on a une relation particulière dans le sens où tout au long de notre carrière, on n'a jamais partagé avec quelque filtre qu'il soit, tu vois, que ce soit sur la qualité de nos partenaires, peu importe, et je sais pour l'avoir, tu sais, pour avoir longuement échangé avec toi au fil du temps et tout, c'est un truc, c'est comme si tu savais que c'était pas curable ton genou, mais que en fait tu voulais pas l'accepter parce que tu te disais j'en ai encore, tu vois, j'aime trop ça. En fait, il y avait aussi un côté un peu sadique, c'est-à-dire que t'aimais trop le foot et tu savais trop ce que tu pouvais amener, mais c'était un truc, t'avais toujours l'espoir de guérison. À bien des égards, t'aurais eu intérêt, comme t'as dit, d'arrêter plus tôt, de te faire déclarer inapte presque à la pratique du foot. Exactement. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, par exemple, Si on t'avait. par exemple, tu vois, à cette heure-ci, rien ne vaut d'être avec sa femme, avec ses enfants, être en bonne santé. Il y a plein de trucs que je peux pas faire avec eux, tu vois ce que je veux dire. Donc, indirectement, tout ce que tu as amené le foot, ben, ça a eu des conséquences sur ta santé de tous les jours et même des fois sur ma relation et tout. Des fois, je peux être aigri parce que mon genou va mal, en fait. Et c'est pas parce que contre la personne qui est en face de moi, c'est ma santé que tu n'acceptes pas, tu vois ce que je veux dire. Parce que, et le pire, c'est que tu vois, moi, de base, je suis un mec qui aille vite. Mon dernier, il m'a jamais vu aller vite, tu vois ce que je veux dire. En plus, il me taille parce qu'il pense que je suis lent. Et je rêve que ça aille mieux pour le déboîter au foot, tu vois ce que je veux dire. Bon, ça va, montre-lui les vidéos, ça suffit. Non, non. Grave, les passements de jambes poussent le centre. Non, les les skills gars, de la les SM, gars, mon gars. il doit le sentir passer en vrai, ce genre de choses. C'est pas pareil. Non, mais c'est plus possible, ça, on peut pas, on peut plus. Même moi, des fois, je vais montrer ça à mes petits à Versailles, mais il y a plus la place, frère.
Rusty, comme on dit, Rusty. Mais Rups, moi, je voulais te demander, parce qu'au final, on n'en a jamais tellement parlé, mais tu bascules vers le côté agent, vers le côté manager, tu vois, le côté accompagnement de joueurs. On peut être poète autant qu'on veut, voilà, t'es un agent. Dis-nous un peu, t'étais prédestiné. Moi, j'ai ma réponse. Pour moi, c'est dès très tôt, t'étais vachement intéressé par c'était le seul mec à 23 ans, il me disait, ouais, j'ai une bonne relation avec le président et tout ça. Je dis, oh, le mec, et le gars, il connaissait le président. Ah, lui, c'est un investisseur. Tu sais, t'as tout de suite vite compris les contours des clubs et tout ça, t'a tout de suite intéressé. Est-ce que ça a coulé de source pour toi? C'est une opportunité qui est arrivée? Ou comment t'as basculé, comment t'as transitionné de ta carrière de joueur à la carrière de manager, d'agent? Ouais, non, t'as bien résumé le truc. J'ai toujours été intéressé par la négociation, par tout ce qui était, ouais, négociation. Tu connaissais le salaire de tout le monde partout, hein. Des fois, ça faisait mal, hein, quand tu savais les salaires de tout le monde. Des fois, tu te disais, putain, il y en a qui avaient des très bons agents. Il y en a qui avaient très bons agents. Non, mais oui, oui, je savais que je voulais pas entraîner parce que j'ai été déçu de certains coachs, dans leur façon surtout de manager. Parce que bon, des bons coachs, quand tu joues, t'as toujours des bons coachs. Quand tu joues un peu moins, voilà, tu fais vite le raccourci que le coach est pas bon, mais c'est plus dans le management et dans la gestion humaine que j'ai été déçu par des coachs. Donc c'est ça qui m'a enlevé déjà le côté coach, et je voulais rester dans le foot. Donc après tu fais vite le tour, hein. En général, quand t'es pas coach, tu te mets soit recruteur ou soit agent. Et en fait, la dernière année de foot, j'étais un peu blessé, je me suis mis en arrêt avec mon président, c'était mon pote. Il m'a dit, mets-toi en arrêt pendant 6 mois. Je me rappelle bien, mon gars. J'étais là quand t'as négocié ton dernier contrat, gros. J'étais là. À Cholet? Je me rappelle pas bien. T'étais là? Et c'était dans un endroit, je te laisse le dire si tu veux. C'était pas une salle de négociation normale. C'est que je me souviens plus, c'était où, en boîte? Ouais, c'était en boîte, ouais, c'est ça. C'est ça, c'était en Il boîte. m'a dit, viens, milliardaire, il y a mon président, il m'a invité, faut que je finalise avec lui. Je dis, vas-y, je le rejoins. Il dit, attends, je te laisse. Il est parti une demi-heure. Il dit, c'est bon, j'ai signé à Cholet. C'est vrai en plus. Mais après, j'avais laissé notre ancien agent qu'on avait en commun, Alex. Mais du coup, ouais, le deal a été fait en boîte de nuit à 4 heures du matin. Et le président, je pense qu'il était bourré, vu les chiffres qu'il avait mis. Je pense qu'il était bourré, ouais. Mais non, non, ouais, c'est ça. Mais du coup, oui, j'ai toujours voilà, baigné dedans, et je savais que c'était un peu ce que je voulais faire. Et c'était surtout, tu vois, créer. Alors, t'en as qui font ça pour l'argent. Alors évidemment, attention, hein, si demain plus on gagnera, je vais pas faire le mec. Non, l'argent, je m'en fous. Mais c'est vraiment pas la priorité. Moi, ce que je voulais, c'était créer des relations avec des joueurs, des relations avec des jeunes. Prendre un jeune, dans l'idéal, le deal idéal pour moi, c'est prendre un joueur à 15, 16, 17 ans et l'accompagner jusqu'à ses 35, 36 ans, et te dire, tu l'as fait grandir en tant que joueur, en tant qu'homme, tu lui as géré sa carrière, ses à côté, tu l'as accompagné, tu l'as mis entre les mains de bonnes personnes, et que 20 ans après, que le gamin il te dise merci, quoi. Tu vois, moi ça c'est le truc rêvé. Et après, si t'en as fait un super joueur, tout le monde sera content. Mais c'est ça, tu vois, c'est quand on a créé la boîte, on s'est dit, on veut accompagner des gens et leur éviter aussi les mauvaises personnes, parce que on a tous été peut-être en relation avec des gens qui étaient malveillants, et on fait vraiment attention à ça. De toujours être bienveillant envers les joueurs et de leur donner les meilleurs conseils. On peut se tromper des fois, mais en tout cas, voilà, on n'a pas de mauvaises intentions, et il y a tellement de gens qui sont mal intentionnés que il faut vraiment faire attention dans ce métier. De toute façon, quand il y a de l'argent, souvent ça amène les dérives et les personnes un peu malveillantes. Ah là là, les frères. Non, franchement, on pourrait parler des heures. On pourrait parler des heures, des heures et des heures, mais après, tu vois, on se fait taper sur les doigts. Petite question, juste pour que les gens y comprennent, parce qu'à chaque fois qu'on a des mecs de Claire, je pose la question. À qui tu donnais ton jean, Rups? Et Coco, à qui tu donnais ton jean? Les gars, moi j'étais un gentil, je faisais la misère à personne. Par contre, ton frère Ricky, Mais Rups, il nous mettait la misère, hein, Ricky. Hein. Ton frère là. Hein? Il Ah, c'est était sûr, dur, ça. hein. Tout le monde le dit. Tout le monde le dit, ça. On a eu Jacques et Bad, hein. Jean-Mich. Ah, Jean-Mich Badian, aussi.
Je l'ai revu il y a pas longtemps. Je l'ai dit à sa femme qui était avec lui. Je lui ai Ouais. dit, là, lui, là, il était très méchant et très dangereux. Ah, mais elle a dit, ah, moi, il a bien Rups, changé. Il a tu te bien rappelles changé. tu te rappelles le jour où il a frappé Jimmy, là, pour le 1 sur 20 en maths? Ricky, c'est je me quoi, rappelle, ça? tu sais, la prof de maths, elle donnait les notes à voix haute, mais elle commençait là par la plus forte. Écoute la classe de ouf, hein. La meilleure note, c'était 13, donc déjà, t'as compris le niveau. Et Jaco, il avait déjà redoublé, tu vois. Et les notes, elles descendaient. Ça faisait 4,5. Moi, j'entendais pas ma note. T'entends Maurice Bellet, 2,75. Après, ça passait à 2. Et quand on a entendu Fatih 1, on a pleuré de rire. Des larmes Et de Jimmy rire. a pris Des une larmes. tarte. Et Parce là, que, en fait, c'était le mec qui était à côté de lui. Et, laisse tomber. Mais ce jour-là, c'était énorme. Jaco, il nous a il dit. s'est vengé, ouais. Ah, non. Ah, il s'énervait, il faisait mal. Hein. Il y en avait 2-3 là, Steve. Vous vous rappelez de non, Steve, mais Joseph Renet. ils l'ont on l'avait pas connu. connu. On l'a pas connu, mais ouais, on connaît son Il nom. nous a Ouais. mis la misère. Ouais. Lui, il était méchant. Moi, il nous mettait du chewing-gum sur la tête et tout. Il nous faisait des trucs de ouf. Et il faisait danser, dinguerie. il nous disait danse, toi danse. Ah non, c'était, il y a eu des, il y a eu des Steve, sacrés. Nous, je trouve Steve, qu'on c'était en est troisième année, mais il était dans notre classe. Donc, imaginez le parcours scolaire. Lui, il a redoublé 2 fois. Oh, le phénomène. Et c'est le nul de la classe. C'est pour ça que, à tous les gens qui disent j'ai pas été pris à Clairefontaine à cause de l'école, faites pas les mythos, c'était à cause du football. Mais c'est pas, parce que, comment il s'appelle, Giresse qui était en 6ème, à Claire? Gara aussi, Gara. C'était une dinguerie. C'est une dinguerie. Non, mais franchement, Ah, c'était dur, c'était extraordinaire. Non, extraordinaire. Franchement, non, vous étiez méchant quand même. Tu faisais pas la misère, Coco. Non, Rups, il était méchant quand même un peu. Ça dépend, il a. Sérieux, Ouais, non, Rups, il fait le sympa. Coq, c'était un vrai de vrai. Rups, il s'agit, mais au début, il était rude. Il nous a vu arriver, il était trop content. Son survêt Lacoste vert, là? Vert. C'est moufle. Ouais, c'est moufle. Attends, c'était trop avec sa banane. Dès qu'on arrivait au collège, on sortait les survêtements Lacoste, c'était magnifique. Extraordinaire, franchement. Non, les frères, fort. franchement, non, merci. Merci, parce que franchement, c'est toujours un plaisir. Et pour les auditeurs, faut que vous compreniez, ouais, je suis désolé, c'est la secte. Et on peut pas faire autrement. Sincèrement, on peut pas faire autrement, mais il y a vraiment eu beaucoup d'insights par rapport à vos carrières, par rapport à comment vous avez vécu les choses. Et c'est ça qui est important parce que nous, avec le podcast, vous dans vos Coco avec ton fils, tes enfants, Rups avec tes clients, tes petits joueurs, au final, c'est tes bébés. Bah voilà, il y a de la transmission, on transmet les valeurs avec passion, c'est important. Et Monsieur Ravieux, il aurait été content parce que sincèrement, quand vous... J'ai un honte. Je suis mort de rire, frère. J'en peux plus. Je suis au bout de ma vie parce que Monsieur Ravieux, sincèrement, il nous a fait la misère. Il vous a fait la misère. Et ici, à tous les 4, entre les 85, les 86, les frères, Monsieur Ravieux, franchement, grand respect. Ben, il nous aurait dit à Monsieur Maurice Bellet, même avec ton genou cassé, là. D'accord? Même avec ton genou cassé, cartilage, pas cartilage, Monsieur Ripper, Monsieur Fatih, basket par cas, allez hop, vous tournez, c'était ballon main corps, merci beaucoup. Les frères, la secte. Merci les gars. Merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine pour nos auditeurs. Laissez vos commentaires, allez suivre tous nos frérots sur leurs réseaux sociaux et envoyez de la force, on est ensemble. Q. One love. Bon, comme toutes les bonnes choses ont une fin, la réunion de famille hebdomadaire, elle est terminée. Mais t'inquiète pas, on va pas loin. Si tu veux nous retrouver, c'est simple comme un contrôle passe. Tu t'abonnes ici, tu t'abonnes ici, sur les réseaux sociaux, tu nous suis. Et si tu le fais pas, c'est à toi que Monsieur Ravieux va dire basket, par cas, allez hop, tu tournes. À la semaine prochaine, ballon, main, corps. Ha! Let's go!